de vous retrouver pour cette nouvelle année. Vous le savez, nous sommes en 2022. Nous vous souhaitons les vœux les meilleurs. Nous continuons à décrypter l'actualité chez les grandes gueules, toujours avec plaisir, le plaisir de vous retrouver, de vous servir pour cette nouvelle année qui commence avec certainement de nouveaux espoirs, beaucoup d'objectifs pour l'atteinte de nos vœux, de nos différents projets, pour la réalisation de nos différents projets pour cette nouvelle année. Bienvenue et merci encore une fois de nous rejoindre. Vous le savez, nous décryptons l'actualité à 360 degrés. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Nous reprenons l'année, vous le savez, cette semaine également avec beaucoup d'énergie pour vous aider toujours, pour vous servir, pour vous aider à mieux comprendre l'actualité. Nous entamons donc la semaine, nous entamons une nouvelle année. 2022 sera-t-elle celle de l'espérance, de la renaissance, telle que l'a martelé le président Mamadi Doumbouya lors de son discours de Nouvel An? Vous l'avez certainement suivi. Et donc, il l'a martelé, il l'a réitéré. En tout cas, 2021 s'en va avec des décisions qui font encore débat dans la cité. C'est entre autres le limogeage vendredi dernier de la ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, la rebaptisation de l'aéroport de Conakry et la restitution des cases Bellevue à la famille du feu président Ahmed Sékou Touré. Des actions, vous le savez, qui font polémique. La dernière en date est celle du cardinal Robert Sarah. Cette sortie qui estime donc que l'emplacement des cases de Bellevue appartiendrait plutôt au séminaire, c'est-à-dire à l'église. Les propos durs du religieux ont rapidement fait réagir l'ancienne première dame qui à son tour n'a pas été tendre, il faut le dire, tenant des propos qualifiés quelquefois de communautaristes. Comment cette actualité est-elle perçue chez les grandes gueules? Nous analysons donc toute cette actualité avec vous pour votre bonheur, bien évidemment, avec toute l'équipe des grandes gueules ici installée. Vous le savez, l'émission est interactive. Vous pouvez aussi réagir à nos sujets en nous écrivant au 657 39 13 13 ou en nous envoyant des tweets, en nous écrivant sur Twitter, bien évidemment, au hashtag espace GG. Nous nous ferons le plaisir, vous le savez, comme d'habitude, de relayer vos réactions dans la deuxième partie de l'émission. Il est là, bien sapé aujourd'hui, ce matin, bien cravaché comme d'habitude. Hein? Antoine Kourma, bonjour, bienvenue, bonne année. Bonjour Moussaïro, bonjour à tous. Bonne année à vous, meilleurs vœux. Voilà, je suis paré pour aborder 2022. Bien paré parce que c'est une nouvelle année qui commence. J'espère que tu ne vas pas en rajouter sur... Non, pas du tout, pas du tout. Il faut commencer avec tonus, il faut impressionner, il faut que ces gens-là sachent qu'on est là. Ces gens-là qui sont devant moi. À face de toi. C'est un message à leur endroit. Les gens qui sont de l'autre côté. De l'autre côté, en face. Ici, c'est la sagesse. Bon. Là-bas. La sagesse, c'est de l'autre côté. Mais pourtant, Jacques est à côté de toi. Jacques, bonjour. Bien habillé de façon traditionnelle ce matin avec le boubou. Le nouvel an. Bonne année. Bonne année, madame. Bonne année à tout le monde. Bonne année à nos familles. Bonne année, c'est avec beaucoup d'espoir que nous entamons ce nouvel an et l'espoir peut-être de voir les choses aller mieux. Bien. De mieux en mieux. Je t'ai vu chanter dans ta voiture, c'était nouveau ça. C'est une très belle chanson de Christ Mako et il y a la chanson mais il y a surtout le rythme qu'ici. Vous savez, il y a la plupart de ces chanteurs qui sont dans la world music qui oublient parfois de mettre les pieds sur les castagnettes. Là, vous avez tous les instruments qui sont là et le rythme qu'ici qui est respecté. Mais ça fait bouger tout le monde. Il suffit que vous soyez quelqu'un qui a pratiqué le village, dès que vous écoutez ça. Ah non, vous allez bouger un peu. Même si vous êtes sage. Même comme si vous êtes sage, vous allez bouger un peu. Oui. Dada Mohamed, bonjour, bienvenue. Bonjour madame, bonjour à tous. Bonne année mon grand. Merci. Que Antoine, je crois qu'il le dit aujourd'hui, c'est parce que son grand frère n'est pas là, qu'il pense que la sagesse c'est de l'autre côté, mais que je lui dis aussi qu'il a toujours trouvé que son grand frère n'était pas sage. Donc attention. Alors il le connaît. Non, qu'il s'en rappelle. Bien, Djiba Milibono, bonjour. Bonjour ma tante et bonjour à tous. Et surtout bonne année à vous. En particulier pour un nouvel an. Ouais, il faut toujours être fidèle à ses principes. C'est ça. La sapologie. Ouais. Alors, c'est Yaya, bonjour, bienvenue.
Bonjour. Heureuse de te retrouver pour la première fois à l'antenne. Oui, ravi aussi, madame. Bonjour, madame Hero. Et bonjour à tous nos auditeurs et pour qui nous sommes là. Et nous sommes assez déterminés, avec beaucoup d'énergie, pour les servir. Bien, merci. Alors, on commence cet autre numéro des Grandes Gueules, le premier de l'année 2022. On va quand même faire un petit rappel de ce qu'on a vécu en 2021, les faits saillants. Antoine Kourouma, nous savons que à un moment donné, l'année 2021 a basculé en septembre, mais on a quand même vécu des choses avant septembre 2021. On a vécu des choses. Quels sont, à votre avis, ces faits qui vous ont marqué, qui ont retenu votre attention? Oui, il y a eu beaucoup d'événements en 2021, c'est vrai, mais ce qui a le plus polarisé les attentions, c'est ce troisième mandat qui a été acquis par Alpha Condé et pour lequel il a dit vouloir gouverner autrement la Guinée. Et on a vu par quelle manière il a tenu à mettre en pratique cette nouvelle manière d'agir. On a vu un président de la République qui avait décidé de rompre avec 10 ans de gestion parce qu'il disait qu'il veut faire autrement les choses désormais, comme si il se rendait compte que les 10 ans passés n'ont servi à rien. Parce que dire après 10 ans qu'on veut faire les choses autrement en employant l'expression gouverner autrement, cela renvoyait un message à beaucoup de personnes. Parce qu'à sa prise de fonction en 2010, il faut s'en rappeler encore, il a dit qu'il prenait la Guinée là où Sékou Touré l'avait laissé. À cette époque-là, chacun s'était fait une interprétation de ses propos-là. Qu'est-ce que cela voulait dire? Est-ce que Alpha allait continuer les œuvres de Sékou Touré? Est-ce qu'Alpha Condé s'engageait désormais à faire en sorte que l'héritage de Sépa Sékou soit réhabilité? Ou est-ce qu'il allait fait les mêmes pratiques que Sékou Touré? Beaucoup s'interrogeaient. Ça suscitait beaucoup d'interrogations. Il s'est présenté comme le Mandela de l'Afrique et tout cela ou de la Guinée. Sauf que dans les faits, on a vu un homme qui certes a posé des actes, mais c'était à l'antipode, voire à l'opposé, mais de façon assez visible de Mandela. Parce que le Mandela qu'on attendait, ce n'est pas celui-là qu'on a vu. Et Alpha Condé, qu'on le dise ou pas, en 10 années, a produit des choses qu'on n'a pas pu voir en 50 ans en arrière. Il a posé des actes louables qu'il faut saluer ce matin. Alpha Condé, c'est quand même le domaine énergétique. Il a permis à la Guinée d'avoir des barrages assez impressionnants, des barrages dont la capacité dépasse les entendements. Il est arrivé, il y avait, je crois, plus de 100 mégawatts que la Guinée avait en termes de barrages hydroélectriques avec Garafiri et les petits barrages. Garafiri même était autour de 75 75% et 75 mégawatts. Et puis il y a des micro-barrages que nous avions. Mais Alpha Condé est venu, puis il a initié de grands projets avec Kaleta qui est de 240 mégawatts. Il y a eu Swapiti et Amaria qui est en cours. Donc à ce niveau-là, on a vu un président qui était engagé à donner du courant à la Guinée. Et aujourd'hui, cela se sent dans les foyers, dans les ménages. On constate que les Guinéens ont renoué avec le courant. On noue avec le courant parce qu'il n'y en avait pas avant. Et donc, on a pu découvrir que c'était possible d'être illuminé par l'éclairage. Alors, ça, c'est des initiatives qui, pour moi, sont à saluer. Alpha Condé a permis à la Guinée d'être présent à l'international. À son arrivée, la Guinée était assez des instances internationales. Alpha Condé, il a renoué avec... C'était quand même dû à ce putsch qu'on a connu à la mort du général Lansana Conté, où la Guinée quand même a été mise à l'écart. Oui, mais au bout de 20 même ans... avec Lansana Conté, on a fait une bonne période sous embargo. Oui, à cause de la maladie, à cause de l'absence du chef de l'État sur la scène. Mais ce qui aurait pu changer dans les façons de faire. Alpha Condé est venu, il a changé, la diplomatie guinéenne a gagné du souffle avec Alpha Condé, même si c'est lui-même qui était au devant des choses. Il a été très absent du pays. On a tous constaté qu'en 10 ans, il a plus voyagé que n'importe qui a été président en Guinée. Alpha Condé, en 2021, certes, n'a pas assez voyagé, mais durant les 10 années passées, on a constaté que ça a été un président tout de même qui tenait à faire en sorte que la Guinée soit présente partout à l'étranger, tout cela. Donc sur le plan diplomatique, sur le plan énergétique, sur le plan infrastructurel également, c'est important de relever quelques actions fortes posées par rapport à... Certes, il n'y a pas eu de construction de nouvelles routes comme on l'aurait souhaité. Il y a eu tout de même des projets phares qui ont été lancés avec Koya Dabola, avec des routes comme
je crois que c'est le pont 8 novembre jusqu'en ville, ou même de Matoto à Koya. Tout cela, c'est l'œuvre d'Alpha Condé. C'est des initiatives qui sont à saluer, même si derrière, il y a des aspects qui sont venus noyer toutes ces bonnes intentions. C'est surtout sur le plan social. Sur le plan social où Alpha Condé, en voulant tellement, je sais pas, bien faire, qu'il a fini par diviser la plupart des Guinéens. Alpha Condé... Est-ce que c'est en voulant bien faire? Non. C'est en voulant peut-être s'éterniser au pouvoir. Je me dis que l'intention n'était pas certainement peut-être de mal faire les choses. Il a tellement voulu, à sa façon, bien faire les choses qu'il a mis à dos tous les Guinéens. Parce que dans la plupart des... Il y avait une intention. Une volonté visée pour régner, Antoine. Bon, ça c'est... Quand vous montez les communautés les unes contre les autres, il n'y a pas de volonté de régner. Je me dis qu'un chef d'État qui est animé d'une telle volonté, forcément n'est pas... Je ne veux pas le qualifier d'être quelqu'un qui a contribué de façon expresse à diviser les Guinéens. Je pense qu'il avait... C'est ce qu'on a vécu, Antoine. Oui, en fait... C'est ce qu'on a vécu. Comprenez ce que je veux dire. Je pense qu'à sa façon, il a voulu unir les Guinéens, mais ici est très mal pris. Ici est très mal pris, et dans les... En fait, la politique a pris l'ascendant sur ses façons de faire. Alpha était tellement politique que tout ce qu'il faisait était politique. Dans la plupart des actions qu'il a posées, quand je prends les régions, il a réussi à opposer à l'intérieur du pays. Je parle de la forêt, je parle même du Fouta ou même de la Haute-Guinée. Ça, c'est pas une bonne intention, c'est pas une volonté de réunir. Ok, moi je vous concède cela, mais je pense que... Non, je maintiens ce que je dis. Je pense, je concède... Tu dis le contraire de ce que tu penses. Non, en fait, je pense qu'il a voulu unir les Guinéens, mais ici est très mal pris. C'est ce que je pense, parce que je ne crois pas qu'un homme normal, un homme qui a ses facultés au grand complet, veuille de façon intentionnelle dire je vais diviser les Guinéens, je vais faire en sorte que les gens s'affrontent pour se tuer. Parce que ce qui s'est passé en Guinée, lorsque vous voyez ce qui s'est passé dans des contrées, dans des villes de la Guinée, lorsque vous voyez des citoyens s'entretuer, s'entre-déchirer, je ne crois pas qu'un homme normal puisse encourager cela. Donc c'est pourquoi je dis... Pourtant, c'est ce qu'on a vécu. C'est pourquoi je dis, je ne crois pas qu'Alpha Condé, si c'était son intention là, à ce niveau, je dirais qu'il a été démon. Il a été démoniaque dans ses façons de faire. Parce qu'on ne peut pas vouloir que ses concitoyens, des gens que nous gouvernons, qu'on ne peut pas vouloir que ceux-ci s'entretuent. Donc, à mon avis, et c'est ce que j'espère, il a voulu bien faire, mais ici est mal pris. Il a opposé les Guinéens dans les faits. Sur le plan politique, on a vu ce qui s'est passé. Il a pris l'engagement ferme de faire en sorte que l'opposition soit dans l'oubli du peuple. Et dans les faits, ça s'est constaté au fur et à mesure. N'eût été ce coup d'État-là, je pense qu'il y a des partis politiques dans ce pays qui n'existeraient plus. Je pense à l'UFR, je pense à l'UFDG, qui était au bord du gouffre, qui était sur le point de tomber, parce que tout était pratiquement fait pour cela. Alpha Condé, il a été en 2021 un président hyper puissant, parce qu'il s'est octroyé tout. Alpha Condé, désormais, en 2021, a voulu tellement gouverner autrement qu'il a décidé désormais de gérer le budget de tous ses ministres. Il a fait en sorte que, lorsque un budget dépasse 500 millions, que ce soit lui qui autorise le décaissement. Il a demandé à ce que ses ministres, pour tout voyage à l'étranger, que vous informez 3 mois à l'avance. Sans cela, vous ne voyagez pas. Alpha Condé a fait signer des contrats de performance à des entités comme la douane, également les impôts. Alpha Condé, en 2021, a été un président hyper présent. Il a été un omniprésent, omniscient. En fait, c'était l'homme à tout faire. Et puis... responsable de rien. De rien. Alors, il a créé toutes les conditions pour que le 5 septembre arrive. Et on sait ce qui s'est passé au mois de septembre. Je l'ai rappelé dans le papier que j'ai fait pour le Nouvel An. J'ai dit qu'Alpha Condé ne s'attendait pas à ce que le 5 septembre arrive, parce qu'il était en voyage en Turquie pour ses vacances. Il va voir Erdogan pour ses vacances. Il revient au pays dans la précipitation parce que Kassoul était absent à cause du décès de sa fille. Il nomme Diané comme intérimaire à la primature. Et à son retour, on sait ce qui s'est passé. Oui. Il prend part à la levée de corps de la fille de Kassouri le vendredi. Le samedi, contre toute attente, il est dans son palais. Et puis il est surpris par ces militaires qui viennent le déloger. Et c'est ce qui arrive lorsque vous êtes dans les stratégies, vous vous y prenez mal et ça se retourne contre vous. Je vais clore en disant ceci, je m'adresse à la RTG.
Le journal de l'an qu'on a suivi à la RTG, parce que j'en parle, parce que c'est notre maison commune, chacun de nous en a fait, mais je ne pense pas que c'était bien pensé de commencer par septembre. Ça n'a pas été professionnel. Ils l'ont fait encore une fois pour faire plaisir à Doumbouya, ce qui n'était pas nécessaire. On ne peut pas commencer l'année par septembre. Faire comme si janvier n'a pas existé. Il y a eu 8 mois qui sont écoulés. On ne peut pas commencer un journal de l'an par septembre. Ça n'a pas été professionnel. Les grandes gueules. Je vous rappelle tantôt, Alpha Condé, quoi qu'on dise, a existé. On ne peut pas faire comme si il n'a pas été président de la Guinée. Bien, Antoine, on a écouté ton avis, ce n'est pas normal. Daouda, vous avez également suivi cette actualité. On est là, on l'a décrypté pendant toute l'année jusqu'au 5 septembre. Bien évidemment, après, nous avons suivi tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? D'abord, il faut rappeler que 2021 a été une année à deux volets. Une année, d'abord, en premier volet, les Guinéens s'étaient résignés à aller de bon pour 6 ans de soumission, 6 ans d'acceptation, 6 ans de gouvernance d'Alpha Condé et accepter tout ce qui pouvait être engagé comme action de la gouvernance d'Alpha Condé. Et l'autre volet, c'est l'avènement du CNRD au pouvoir. Un espoir qui renaît, parce qu'on était désormais sans espoir de changement. Maintenant, le CNRD arrive, un espoir est là. Même si pour l'instant le CNRD, à mon avis, n'a rien fait du tout, à mon avis, n'a rien fait du tout en termes d'action concrète sur le terrain. Pour l'instant, ce sont les meubles qu'on est en train de revoir. Pour l'instant, c'est les hommes qu'il faut, pour quel objectif, pour quelle action entreprendre. Il y a quelques actes quand même qui ont été posés. Bon, pour un État, moi je ne trouverais pas que ce soit des actions concrètes. Cette division qui existait, par exemple. Ça c'est l'effet. C'est quelques actes. Non, c'est l'effet de l'espoir. Ce n'est pas le CNRD qui le fait avec des actions. C'est l'effet de l'espoir. C'est des actions qui ont été posées, Daouda. Quelle action? Vous pouvez me citer quelle action? Des actions, par exemple, aller se recueillir sur la tombe de l'ancien président, des défunts présidents, aller par exemple, Alpha Condé l'a fait. Aller saluer la mémoire des jeunes tués à Bambeto. Alpha Condé s'est recueilli sur la tombe de Lansana Conté. Non, mais Bambeto, c'était pas avec Alpha Condé. C'est une action. Non, Bambeto, c'était pas avant Alpha Condé. Non, ce que je veux te dire. Si Bambeto a aujourd'hui un nom. Il y a des actions qui ont été posées, Daouda. Si Bambeto aujourd'hui a un nom. Reconnaissons qu'il y a eu des actions. Non, mais c'est mon opinion. Il y a eu des actions quand même. Non, vous n'allez pas m'imposer votre opinion. C'est mon opinion que je ne trouve pas d'action concrète qui ne soit pas faite avant le CNRD. Alpha Condé s'est incliné devant la mémoire de Lansana Conté, de Sékou Touré. Les gens ont salué cela à l'époque. Si Mamadi Doumbouya le fait avec Lansana Conté, avec Sékou Touré, et Bambeto, avec la valeur que Bambeto a aujourd'hui, c'était pas quand même avant Alpha Condé. Avant Alpha Condé, on ne parlait pas de Bambeto comme étant un cimetière qui réunit aujourd'hui des martyrs. Bambeto, on n'en parlait pas à l'époque. C'était un cimetière. Il y avait un cimetière, on le connaissait. C'est compris là. On parle des actions posées par le CNRD. A-t-il posé des actions depuis le 5 septembre qui permettent quand même de décrisper un peu la situation? C'est ce que je dis. C'est ma perception. C'est l'espoir que les Guinéens ont eu le 5 septembre, quand s'accommode à penser que c'est une action qui est faite et qui n'avait jamais été faite. Non, c'est une action qui est faite et qui n'avait jamais été faite. Vous pouvez me parler de Bambeto. Vous pouvez me parler de Bambeto. Vous pouvez me parler de Bambeto. Bambeto, je suis d'accord. Bambeto, c'est après Alpha Condé. C'est pendant le règne d'Alpha Condé qu'on a parlé de Bambeto. Mais Alpha Condé, quand il est arrivé, lorsque vous parlez de la tombe de Lansana Conté, Alpha Condé l'a fait avec Sékou Touré, il l'a fait avec Lansana Conté. Aujourd'hui, tout ce qu'on salue, tout ce qu'on est en train de saluer, on l'a salué également avec le CNDD. Quand le CNDD est arrivé, avec l'espoir qu'on avait, parce qu'on était essoufflé, on a fait plusieurs mois, plusieurs années de combat, on se rappelle encore des événements de janvier, février et autres, on s'est dit qu'enfin on vient de se libérer. Mais il faut aussi se rappeler que quand Lansana Conté a pris le pouvoir sur le cadavre de Sékou Touré, les gens sont sortis avec les lampes pour dire que enfin la liberté est recouvrée en Guinée. Tout cela, ce sont des actions qui ne sont pas, en tout cas à mon avis, qui ne sont pas nouvelles.
les Guinéens sont habitués. Ce sont des actions qui ne sont pas nouvelles. Mais est-ce que le fait que Alpha Condé se soit agenouillé sur la tombe de Sékou Touré, de Lansana Conté, qu'est-ce que ça a changé dans ce que vous pensez de sa gouvernance aujourd'hui? Vous n'êtes pas d'accord avec Antoine? Quand Antoine dit qu'il n'avait pas cette intention, vous insistez qu'il avait cette intention de diviser les Guinéens. Et pourtant, il a fait ce que, comment il s'appelle? C'est que Mamadi Doumbouya a fait. C'est que Mamadi Doumbouya a fait en allant s'écouler devant la mémoire. Vous n'allez pas juger les gens sur ceux qui ne l'ont pas fait encore. C'est ce que je dis. Alors, si vous dites que je ne vais pas juger les gens sur ceux qui n'ont pas fait encore, donc j'attends encore les actions concrètes. J'attends encore les actions concrètes. Bien. J'attends plus parce que vous vous concentrez sur Bambeto. C'est parce qu'il n'était pas là. C'est qu'un exemple, Bambeto. Il y a eu tellement d'actes. Vous y avez insisté. Il y a eu tellement d'actes. La réconciliation d'Adi Sekouba. Vous y avez insisté parce qu'Alpha Condé ne l'a pas fait. C'était pas sous lui. Il y a eu la réconciliation d'Adi Sekouba. Alors, moi, je me dis pour l'instant, les actions, nous les attendons. Les vraies actions, nous les attendons. Les actions de développement, les actions de réconciliation, comme c'est annoncé pour les assises nationales qui vont se tenir dans le premier trimestre de 2022, nous attendons de savoir quel va être le contenu de ces assises. Il ne suffit pas d'annoncer les assises. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée, chacun semble avoir le problème. Chacun semble être la victime. Chacun semble être le bourreau. Et qu'on veuille aller à des assises nationales aujourd'hui, j'attends bien de savoir quel va être le contenu j'attends bien de savoir quel va être le contenu de ces assises. Bien, mais pour l'instant, si nous applaudissons tant le CNRD, nous applaudissons, c'est vrai que le 5 septembre a été une date de rupture avec ce que nous avons appelé 11 ans de souffrance, 11 ans de pauvreté, 11 ans de sous-emploi. Et l'espoir, c'est ce qui nous fait croire que le CNRD, c'est la solution. Mais cela ne doit pas nous faire perdre de vue les actions concrètes qui doivent être prises. Ce ne sont pas que des mots. Nous avons besoin de la continuité de l'État. Bien, alors, il a dit, hein, le colonel, on va en parler d'ailleurs lors de son discours adresse à la nation, mais on parle de 2021. Jacques Lévaleno, est-ce que, comme Daouda, vous pensez qu'il n'y a pas eu d'action posée jusque-là, d'action concrète jusque-là par le CNRD? Oui, mais comme il a présenté l'année, c'est en 2 phases. Même si la dernière phase est la plus courte, de septembre à décembre, nous avons quand même connu 2 semestres au moins, 2 trimestres, pardon, avant, et c'était Alpha Condé qui était encore aux affaires. Il arrive en fin décembre, il prête serment, il continue donc à gérer avec son slogan le gouverner autrement. Moi, il y a 2 choses qui m'ont marqué. C'est qu'il était dans la bataille pour renflouer les caisses de l'État après les avoir vidées en 2020 pendant le combat pour le référendum et le 3e mandat. Et puis, il y a le fait de la corruption qui était présent. C'était un engagement de son premier ministre, Kassori Fofana, en 2018, lorsqu'il arrivait. Et puis, finalement, non seulement lui, il n'a pas pu faire grand-chose. On va d'ailleurs l'entendre dans un discours tenu comme ça, comme il aime souvent le faire. J'ai failli laisser ma plume, ma peau dans la lutte contre la corruption avant. Ça ne va plus m'arriver. Et ça voudrait tout dire. Kassori avait renoncé à ce combat. Effectivement, alors qu'il y avait des dossiers qui étaient pendants devant les juridictions, des suspects connus et qui ont été reconduits dans le gouvernement qui va prendre fonction pratiquement en janvier pour continuer jusqu'en septembre. Mais en parlant d'Alpha Condé aujourd'hui, c'est pas de 2021. Je crois qu'en 2021, il y a eu moins d'actions. Mais c'est des actions précédentes qui ont existé et qui continuent à marquer. Parce que quand on prend Souapiti, il y avait déjà le travail qui était fait. L'inauguration n'a pas été faite comme Kaleta, mais on a vu, n'est-ce pas, les effets de Souapiti dans la desserte en courant électrique ici à Conakry, mais également dans les préfectures environnantes, Dubreka et Koya. Et progressivement, on a vu que les choses ont un peu changé. On en parle ce matin pour tout simplement dire
qu'il a existé. C'est un peu comme Abdoulaye Wade au Sénégal. S'il n'avait pas tenté de s'accrocher au pouvoir, les Sénégalais ne pouvaient pas dire que cet homme était mauvais, parce que il a quand même fait mieux que ses prédécesseurs. Oui. Et sur le plan énergétique, on ne peut pas nier à Alpha l'effort qu'il a fourni là-dedans, et je crois qu'il a mieux fait que Sékou Touré et Lansana Conté sur ce plan. Oui. Maintenant, sur le plan social et le plan de la cohésion nationale, je crois c'était un chantier qu'il a bien voulu conduire. En tout cas, il l'a annoncé à travers le discours, mais après il a très vite renoncé, hein. Il faut rappeler ça, Antoine, il a très vite renoncé, parce que lorsque Monseigneur Vincent et Mamadou Saliou et Elhadji Mamadou Saliou vont travailler sur ce document de réflexion sur la réconciliation nationale, c'est le jour même de la présentation du rapport qu'il a dit que ça ne servait à rien. Et donc, depuis ce jour, il n'y a plus eu de travail concret dans le sens du rassemblement, n'est-ce pas, des Guinéens. Je crois que c'est ce qui a manqué un peu dans la gouvernance d'Alpha Condé. Il a divisé davantage. Au fait, il y avait un discours qui voulait dire « je rassemble ». Donc il choisit selon les communautés ethniques pour amener, n'est-ce pas, au niveau du gouvernement ou au niveau des différentes institutions. Mais en réalité, dans le concret, il n'y a pas eu d'acte qui puisse permettre, par exemple, que les gens sur certains dossiers puissent s'entendre ou puissent voir un peu de la lumière. Les dossiers judiciaires qui étaient là présents et sur lesquels il aurait pu aider, n'est-ce pas, les Guinéens, il les a laissés tomber. Maintenant, pour le CNRD, il y a eu quelques actions de rupture, comme cela se fait quand il y a coup d'État. Et je crois que c'est le premier véritable coup d'État qu'on a vécu avec eux. C'est-à-dire le président est au pouvoir et puis on l'enlève. Oui. Maintenant, il y a la libération de ces prisonniers. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas quelque chose. Et maintenant, il reste beaucoup d'autres choses à faire. Et c'est les actions de la transition qui vont nous le montrer finalement s'ils sont dans la bonne direction. Mais en termes d'action de développement, déjà ce n'est pas un gouvernement de développement comme ils le disent, et il faut reconnaître là aussi sur le plan économique qu'il y a beaucoup de résultats qu'on est en train de récolter aujourd'hui qui sont le fruit du travail du gouvernement Kassouri. Ce n'était peut-être pas perceptible à l'époque, mais maintenant on peut bien le comprendre, parce qu'il n'y a pas eu encore d'action économique concrète qui puisse aider par exemple le gouvernement de Béabogui à payer même les salaires. Ça, c'est le travail du gouvernement de Kassouri. Ça prouve qu'il y a quelque chose qu'ils ont trouvé. C'est pas comme Alpha l'a dit en 2010 qu'il a trouvé un pays, mais pas un État. Pas un État. Allez-y, Djiba Milimono. D'abord, j'aimerais tout simplement dire le coup d'État du 5 septembre en soi. Si vous regardez l'enthousiasme que cela a suscité, je pense que c'est la première action que le CNRD a posée. Parce que ce coup d'État mettait fin quand même à une situation pourrissement dans laquelle on s'est retrouvé. Parce que n'oubliez pas que le troisième mandat, c'est un push constitutionnel. Si vous regardez même la charte africaine des droits de l'homme, des élections et de la démocratie, on dit que toute prise de pouvoir, disons par exemple une modification constitutionnelle dans le but de se maintenir au pouvoir, est considérée comme un changement antidémocratique de gouvernance. Donc c'est un coup d'État. Toute prise aussi de pouvoir par les armes est un coup d'État. Donc je pense que Doumbouya est venu freiner une situation d'illégalité et de manque de légitimité. Donc je pense que pour répondre à Daoudia, la première action que le CNRD a posée, on ne salue pas un coup d'État, mais si vous regardez l'enthousiasme que cela a suscité chez les citoyens guinéens, c'était la première action. L'autre action, c'est la réouverture des frontières, parce que n'oubliez pas qu'on était dans une situation économique assez compliquée, parce qu'on est quand même dans une économie de marché où il y a une relation entre la Guinée et les autres pays dans le commerce. Donc on était un peu étouffé économiquement. Il y avait également les PA qui étaient sur l'axe, qui ont quitté. Il y a aussi ces leaders politiques qu'on avait interdit de se mouvoir, de se déplacer, qui ont quand même pu se déplacer. Il y a aussi également, disons, cette visite sur les tombes. Je suis d'accord qu'il faut aussi aller au-delà, mais avec les assises qui sont annoncées. Donc il y a eu beaucoup d'actions qui ont été posées. Si vous regardez un peu le contexte politique de la Guinée, il y a une offre de soulagement, il y a un vent quand même de liberté qui est en train de souffler. Il faut le reconnaître. Il ne faut pas, je pense que, dénier cela au CNRD. C'est une libération pour beaucoup de citoyens aujourd'hui. Il faut lire entre les lignes. Maintenant, sur Alpha Condé, je pense qu'Alpha, d'abord, c'était le choix des hommes, son problème. Il y avait une politisation à outrance, d'abord de l'administration, parce que vous ne devez pas votre poste à votre compétence, mais à votre militantisme. Et lorsque un pays est gouverné de la sorte,
c'est que vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs. Donc Alpha a fait une erreur dans le choix des hommes. Ça, c'était une deuxième chose également. C'était un peu sur le plan économique. C'est vrai qu'il y a eu à un moment donné une mobilisation des ressources internes avec le programme formel, avec le Fonds monétaire international. Il a pu mobiliser de l'argent, il y a eu des emprunts, mais sauf que la politique budgétaire n'était pas bonne parce qu'avec le troisième mandat, ce qu'on a mobilisé, on l'a sorti. Il y a eu la planche à billets qui a plongé notre monnaie parce que la monnaie, c'est le reflet de l'économie d'un pays. Si l'économie se porte mal, la monnaie aussi va se porter mal. Et le franc guinéen se portait mal. Donc il y a eu tout un cocktail qui était réuni pour précipiter le départ d'Alpha Condé. Donc le troisième mandat, c'est l'élément déclencheur. La situation économique n'était pas reluisante. Il y a également la situation politique. À ce niveau, il y avait un problème parce que Alpha a cru que vouloir systématiquement museler la presse, les partis politiques, il assoit sa domination, son pouvoir. C'est une erreur que chaque président peut commettre. Parce que n'oubliez pas que les citoyens, ils ne sortent pas dans la rue parce qu'ils pensent qu'il y a les politiciens qui les représentent. Les politiciens, c'est comme, en fait, leurs mandataires. Tant que les politiciens manifestent, tant qu'ils se font entendre, tant qu'ils passent dans les débats, ils attaquent le régime en place, les citoyens ne prennent pas la parole. Mais à partir du moment où, systématiquement, vous neutralisez ces mandataires, le prochain débat, ça va être entre vous et la rue. Et c'est ce qui est arrivé, parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Et ce qui est arrivé malheureusement à Alpha Condé, il n'y avait plus d'alternative. Et finalement, les militaires, vous avez écouté Doumbouya, on a pris notre destin en main, on a risqué nos vies, parce qu'on était dans une situation de défiance, d'arrogance, de détournement, de division. La division avait atteint un niveau incroyable. Allez sur les réseaux sociaux, regardez les propos. Je pense que le feu continue à couver sur les sangs, mais Alpha, avec ses discours, s'est sorti à apporter un coup dur à l'équilibre social. Et aussi, il ne faut pas aussi oublier, les politiques aussi ont participé à cela. Mais sauf qu'Alpha Condé, qui était le président, a pu participer à cette situation. Pour finir rapidement, moi je pense que si vous regardez le discours de Doumbouya, parce que d'abord il a fait un diagnostic. Le discours de Nouvel An? De Nouvel An, on va en parler. justement. Donc je pense qu'on est en train de se projeter. Alpha, tout n'est pas noir. Sur le plan énergétique, on est à près de 1000 MW installés. Vous avez Amaria, vous avez Swapiti. C'est vrai qu'à un moment, on disait que sa politique énergétique n'était pas trop bonne parce que c'est 3 milliards de dollars investis. C'est quand même beaucoup d'argent pour avoir cela. Au niveau de la production, il a beaucoup investi. Maintenant, le problème, c'était au niveau de la distribution parce que c'est seulement qu'on a créé environ les autres zones. Est-ce qu'avec le transport du courant de Swapiti vers le Sénégal ou vers le Mali va permettre de couvrir aussi les zones rurales qui manquent pratiquement d'énergie? Je pense que ça va nous aider. Mais une fois encore, il y a eu beaucoup de résultats sur le plan énergétique. Mais sauf que la politique énergétique a été un peu décrite parce qu'on a voulu privatiser le secteur alors qu'au même titre que l'armée, la sécurité, l'énergie est stratégique dans les autres pays. On fait très attention pour donner l'énergie au privé parce que les grandes gueules sont exposés. Bien. Yaya, vous avez suivi aussi l'actualité guinéenne de loin. Vous n'étiez pas en Guinée, mais vous, en tant que journaliste, vous avez suivi vos impressions par rapport à l'année écoulée. Évidemment, j'ai suivi la situation politique en étant au Sénégal avec d'autres compatriotes. Bien sûr, l'année aura retenu notre attention sur beaucoup de sujets, entre autres la Covid-19 qui est encore là, mais aussi cette question du troisième mandat, mais également l'avènement du CNRD dans notre pays. Alors, pour un peu parler sur le troisième mandat, je pense que ça a été véritablement l'événement fondamental, en tout cas qui nous a retenu notre attention à plusieurs égards. Je crois que cet acte-là aura été vraiment l'acte de trop que le président Alpha Condé aura commis, aura posé dans sa gestion, dans son règne, et malheureusement ça l'a emporté. Ça a eu beaucoup de conséquences, beaucoup en tout cas de problèmes pour notre pays, pour notre vivre ensemble, et on l'a vu, ça a été vraiment dommage. Mais vous savez, dans le processus de fonctionnement normal d'un État, il y a une nécessaire articulation entre ce qu'on appelle les appareils idéologiques et les appareils répressifs. Alors, si nous regardons le règne du président Alpha Condé, ce que nous avons senti de plus sous son règne, c'était une prééminence des appareils répressifs. Les appareils répressifs dans un État, c'est quoi? C'est la police, c'est l'armée, c'est la gendarmerie, c'est les prisons. C'est ce que nous avons beaucoup plus assisté. Bien sûr, il y a les appareils idéologiques, l'école, les routes, les infrastructures, certaines politiques publiques, les ONG, les médias, ça existait bien sûr. Certaines politiques publiques
on l'a salué, il faut aussi le saluer, notamment la question énergétique. Il y a eu des efforts, il y a eu des actes qui ont été posés. Moi, j'ai aimé particulièrement cette politique de décentralisation des fêtes de l'indépendance dans les régions. Ça a permis quand même de donner. C'est vrai que ça a permis d'avoir des infrastructures. Il y avait beaucoup de choses, mais comme je l'ai dit, ce que moi j'ai retenu beaucoup plus, c'est la prééminence des appareils répressifs sur les appareils idéologiques. Je termine sur un point. Alors, pour savoir si quelqu'un qui a été président de la République a réussi ou a échoué, il y a 3 niveaux de lecture qu'il faut mettre. Alors, la grille. Alors, la première, c'est de questionner comment ce monsieur est arrivé au pouvoir. Alors, nous savons tous, nous étions là en 2010, nous savons dans quel contexte il est arrivé au pouvoir. Le deuxième niveau de lecture, c'est comment il a exercé le pouvoir. Et le troisième, c'est comment il a non pas quitté le pouvoir, mais transmis le pouvoir, parce que un président de la République, dans une démocratie, a la responsabilité de transmettre le pouvoir. Mais nous, on a vu comment il a quitté le pouvoir. C'est vraiment dommage. Il aurait pu faire mieux. Il aurait pu faire mieux. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur l'année 2021. Encore une fois, merci de nous rejoindre chez les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh. Vous écoutez à la radio un peu partout en Guinée à travers nos antennes régionales et vous nous regardez sur Espace TV bien évidemment un peu partout dans le monde, au Sénégal, mais aussi en Europe et du côté des États-Unis. Merci de votre fidélité. Merci à Sola Media qui relaie cette émission sur les réseaux sociaux. Merci à tous nos sites partenaires. Vous le savez, vous pouvez nous écrire au 657 39 13 13 ou nous écrire sur Twitter dans la deuxième partie. Nous ferons le plaisir de relayer vos émissions. Nous continuons toujours cette émission bien évidemment tablée. Je vous le disais en première partie à l'entame de l'émission, Jacques Lewa Leno. On va passer à présent à ce discours, cette adresse du chef de l'État à la nation, ce discours qui réitère les engagements pris à la prise du pouvoir par le CNRD le 5 septembre. On parle notamment de la refondation de la Guinée. Il s'engage toujours à continuer cet acte qu'il a pris en prenant le pouvoir le 5 septembre dernier. Le colonel Doumbouya, dans son discours du 31 décembre, a fait 2 choses. Il a réaffirmé, comme vous l'avez dit, les engagements du CNRD. Ensuite, il a apporté une réponse à une actualité qui venait de se passer dans le pays. On en parlera, mais je vais quand même signaler ça tout à l'heure. Donc, discours de refondation de l'État, il le dit clairement, on va écrire une nouvelle constitution, on va faire des réformes dans le secteur économique, dans le secteur judiciaire. C'était du déjà entendu. Maintenant, ce que j'ai pris comme étant une réponse à une actualité qui avait précédé quelques jours avant le 31 décembre, donc le 29 décembre, pour parler très exactement de la sortie du cardinal Sarah, il va consacrer une partie aux religieux. Il va dire les religieux, nous sommes dans une démarche de rassemblement et les religieux doivent jouer, n'est-ce pas, leur rôle. Et celui qui veut distiller des messages de haine, que cela n'engage que lui. Moi, j'ai vu ça comme étant, si vous voulez, une réponse
à ce discours du 29 décembre. En tout cas, ceux qui ont travaillé sur le discours en ont tenu compte et cela est apparu clairement dans sa communication. Après, il y a la question du Conseil national de la transition. Il essaye un peu, après les pressions de la communauté internationale et puis les demandes à l'interne ici des partis politiques, il essaye pour la première fois de prendre la parole publiquement. Parce que jusqu'ici, on avait entendu soit les ministres, surtout le ministre porte-parole du gouvernement, qui est revenu, je crois, plusieurs fois sur la question. Et puis, après ce qui s'est passé à Abuja, c'est pour la première fois qu'il prenait la parole. Il va essayer d'une certaine façon de trouver des excuses. Nous voulions aller vite, mais on a eu beaucoup de listes. Maintenant que nous sommes en train de... Nous avons reçu des listes, nous allons travailler à mettre en place le CNT. Sauf que, évidemment, il ne nous donne pas de calendrier. Non plus, et il ne nous dit pas non plus comment il est en train de travailler sur les 706 candidatures qui ont été déposées pour finalement arriver à 81. Les grandes gueules. Il y a quelque chose qui apparaît dans ce discours. À part la répétition de tout ce qu'on a déjà entendu, c'est que le président, il montre pour la première fois la difficulté qu'il rencontre dans la gestion pendant cette transition. Et le simple fait d'avoir accordé ce temps à répondre aux religieux suscite à moi des interrogations. Est-ce que le président était vraiment très en colère de ne pas pouvoir se retenir? Il aurait pu ne pas en parler. Alors, Antoine, vous avez également suivi cette sortie, ce discours adresse à la nation à l'occasion de l'année 2022. Oui, permettez, avant le discours, de parler de la forme qu'on a vue, qui se démarque nettement de ce qu'on a l'habitude de voir. D'abord, ça c'est le décor. C'est à l'endroit de la DCI, dirigée par Moussa Moïse. On a constaté, en commençant par l'hymne national, qu'il y avait un changement. Habituellement... Il y a toujours l'hymne national. Non, quand le président prend la parole. Je parle du décor. Habituellement, avec Alpha Condé, même avant lui, Lansana Conté, on nous avait habitués à des images parfois rétrogrades pour chanter l'hymne national. Ouais, c'est bon. Cette fois-ci, on sent qu'il y a de la modernité dans les façons de faire. Il y a de l'innovation. Vous sentez que c'est les jeunes qui sont aux manettes. Ce sont des gens qui sont plus à l'ère classique, à l'ère de l'ancienne époque. On sent qu'il y a des jeunes qui sont aux manettes. Vous voyez ces images dont je parlais tantôt. Il y a l'hymne national qui passe en fond sonore. Et puis on va, avant le discours du président, on ira avec un drone vers le pupitre sur lequel il tient son discours, vers la fin de l'hymne national. Le président qui apparaît, vous voyez comment c'est beau cette image. Donc, le président qui apparaît en marchant, qui vient aux escaliers sur un tapis rouge et ensuite qui prend la parole, c'est bien réfléchi, on sent qu'il y a vraiment de l'action sur le terrain. Et puis voilà, ça c'était au niveau de la forme ça, par rapport... Justement, vous voyez comment c'est beau ça. C'est l'inspecteur Colombo qui doit sourire. On entre dans le palais Mohamed V, le pupitre, le président qui sort en marchant, ça on n'y était pas habitué. On voit le décor, la beauté du palais, le président qui sort pour enfin commencer son discours. Je crois que le décor est beau. Et de l'innovation. De l'innovation. Et puis l'autre chose, c'est la traduction pour les sourds muets. Justement, vous voyez le monsieur à côté avec les signes, tout cela a été... Justement, donc déjà bravo à l'équipe de com qui a travaillé sur la forme du discours, c'était bien. Maintenant parlons du contenu. Au niveau du contenu, Jacques l'a rappelé tantôt, il y a eu de la répétition par endroits. À ce discours, on entendait beaucoup de choses qu'on n'a pas entendues venant du président. C'est vrai, à quelques endroits on peut le comprendre, parlant de la durée de la transition, il ne lui revient pas de la déterminer parce que il a été clair dans l'achat de la transition, il revient au CNT de déterminer la durée de la transition. À ce niveau, je ne crois pas qu'on devrait lui en vouloir pour ça, parce qu'il y a un CNT qui sera mis en place. On attendait tout de même on attendait que le président nous annonce une date pour la mise en place du CNT. Ça n'a pas été entendu. Il a avancer des arguments comme quoi l'abondance des dossiers de candidature ont retardé la mise en place du CNT. Ce qui pour moi n'est pas convaincant. On ne peut pas prendre pour prétexte qu'il y a abondance, raison pour laquelle il n'y a pas de CNT. Si la volonté était là de le mettre en place très tôt, on l'aurait fait il y a longtemps. Même si c'était 1000 dossiers de candidature, on doit avoir à l'interne une stratégie
avec laquelle on travaille. Pour rédiger cette charte-là, on nous a sorti des experts venus de partout, sans qu'on ne sache leur identité. On nous a accouché d'une charte dont on ignore par quelle manière ça a été rédigé. Mais ça a été rédigé tout de même. Et cela, ça a été fait par des intellectuels. Des intellectuels guinéens, voire étrangers, qui ont travaillé. Pourquoi pour désigner des hommes au CNT au nombre de 81 personnes, on ne serait pas capable de le faire? On nous apprend qu'il y a 106 dossiers, donc on est en train d'étudier au cas par cas les dossiers. Donc, Guiba qui a ces dossiers là-bas, d'autres personnes qui ont les dossiers. On est en train d'étudier les dossiers au cas par cas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi cette réflexion qui prend aussi autant de temps. Sans le savoir. Il y a quand même ce non-dit, ce malaise, par exemple, quand les représentants du gouvernement vont à Ouaga pour s'engager qu'avant décembre, à Abuja plutôt, Abuja, qu'avant décembre, on aurait pu avoir le CNT et qu'en janvier, pratiquement, après à la veille du nouvel an, le président pour dire que c'est compliqué. En fait, toujours dans le discours. Moi, je soutiens cela parce que quand j'ai écouté, par exemple, le porte-parole du gouvernement dans l'invité du journal de l'An chez nous, quand il a évoqué l'aspect prise en charge, je me suis dit un peu, parce qu'il dit mettre le CNT aujourd'hui, il faut le prendre en charge, il faut les conseiller. Est-ce que les moyens existent aujourd'hui? C'est lui qui l'a dit. Ça ne tient pas. C'est Ousmane Gawal Diallo qui l'a dit, ce n'est pas moi. L'Assemblée n'est pas une invention en Guinée, elle existe déjà. Voilà. Il y a une administration parlementaire qui existe. De toute façon, il y avait l'ancien Parlement. L'ancien Parlement. L'administration parlementaire existe et il y a des budgets qui sont connus. Avant, on sait comment étaient traités nos députés. Il y avait 115 députés qui étaient traités. Ok. 114, bon, voilà. Antoine, le débat, les dés sont jetés, vous allez le comprendre. Nous poursuivons l'émission dans un instant, mais avant, nous partons à l'écran publicitaire. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter. Se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Radio Espace Guinée.
Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et proposent une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et proposent une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, les points de vue et surtout les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire, l'Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et proposent une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Radio
Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont-de-Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, les points de vue et surtout les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan. La plus cancanaise des radios. Hey. Yo. Groove Station, hip hop. Groove Station, Hussein Kaba. Tous les week-ends c'est hip hop. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, les points de vue et surtout les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux.
Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, Les Grandes Gueules. Nous sommes en 2022, une nouvelle année, première semaine de cette nouvelle année. Donc, c'est avec plaisir que nous vous servons. Merci à Sola Media qui relaie cette émission sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Merci de nous écrire sur Twitter au hashtag espace GG ou sur le 657 39 13 13. Vous allez le voir dans un instant. Nous nous intéresserons à vos réactions. Vous nous écoutez à l'intérieur du pays sur nos antennes régionales. À Kindia sur Espace Kania, vous nous écoutez à Kankan sur Espace Kankan, mais aussi à Mamou sur Radio Espace Mamou, à Zérékoré sur Espace Forêt, à Kankan aussi, vous nous écoutez. Évidemment à Boké, j'allais dire, vous nous écoutez également sur Espace Kakandé. Merci de votre fidélité, merci de nous regarder à la télévision un peu partout dans le monde. Nous entamons une nouvelle année 2022, sera-t-elle celle de l'espérance et de la renaissance, telle que l'a martelé le président Mamadi Doumbouya lors de son discours de Nouvel An? Nous posons cette question. En tout cas, 2021 s'en va avec des décisions qui font encore débat dans la cité. C'est entre autres le limogeage vendredi dernier de la ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, la rebaptisation. Vous vous souvenez de l'aéroport de Conakry et la restitution des cases Bellevue à la famille du feu président Ahmed Sékou Touré, des actions qui font polémique, il faut le dire. La dernière en date est cette sortie du cardinal Robert Sarah qui estime que l'emplacement des cases Bellevue appartiendrait plutôt au séminaire, c'est-à-dire à l'église. Les propos durs du religieux ont rapidement fait réagir l'ancienne première dame qui, à son tour, n'a pas été tendre, il faut le dire, tenant des propos qualifiés de communautariste. Comment cette actualité est perçue chez les GG? Une émission entablée, vous avez dû le comprendre tout de suite. Vous allez écouter les différentes réactions, bien évidemment, après ce discours, après l'analyse du discours adresse à la nation du président Mamadi Doumbouya. Mais d'abord, vos réactions sur nos différentes plateformes. Nous allons partir avec vos messages qui sont tombés sur nos différentes plateformes. Nous commençons par les SMS. Qu'est-ce qu'ils nous disent les auditeurs qui ont écrit? Nous partons avec ce premier message. Bonjour la radio école, moi c'est Saïdou Yaouki depuis Kindia. Je remercie le PRAC pour l'électricité. Le reste a été un gâchis. Donc Saïdou Yaouki qui nous envoie ce message. Nous continuons avec les auditeurs qui nous écrivent. L'abbé Baïlobaya, bonsoir ma soeur, que j'apprécie et j'admire beaucoup. Après vos critiques acerbes contre Tchernomone Nembo, nous attendons de pied ferme les GG Antoine Guiba, Jacques sur les propos du cardinal Robert Sarah à Kalandialo qui nous envoie donc ce message. Nous continuons toujours avec vos différentes réactions. Bonjour, qu'est-ce qu'il dit? Une information très importante de la part de la société Fluor. Bien, nous prendrons en compte donc ce message après l'émission. Nous continuons avec vos différentes réactions. L'homme intègre qui nous écrit: bonjour Diadia, mes vœux, pardon, excusez-moi, les meilleurs pour cette année, franchement. Tu es très bien habillé. Merci Alassane donc Amnesty qui nous envoie ce message. Nous continuons avec Kader Bena Bonfi qui nous envoie cet autre message pour nous souhaiter ses vœux de nouvel an. On va partir sur Twitter pour voir avec Poutine les internautes qui nous ont certainement écrit. Que disent-ils? Est-ce que vous êtes prêts du côté de la régie avec Poutine? On va voir si les tweets sont là. Bien évidemment, ils sont là. Nous commençons par Tierno Idrissa Diallo qui nous écrit au hashtag espace GG. Bonjour Madame Hiero et à toute l'équipe. Bonne année à vous. L'adresse à la nation du président colonel Mamadi Doumbouya m'a rassuré pour l'avenir. Je reste optimiste qu'Allah le Tout-Puissant guide nos dirigeants dans la bonne voie. Tierno Idrissa depuis Giguinchor donc qui nous envoyait ce message, c'est bien évidemment au Sénégal. Nous continuons avec cet autre Idrissa Beni qui nous écrit également sur Twitter. Il dit: bonjour les grandes gueules. En fait, moi à la place de formuler des vœux pour la Guinée, je souhaiterais faire qu'est-ce qu'il dit plutôt une interprétation de prise de conscience il voulait dire peut-être une invitation de prise de conscience à tous les Guinéens sans exception pour qu'enfin la Guinée pour une fois puisse sortir de cette pauvreté
qui n'a que trop duré. Idrissa Beni donc qui nous écrivait sur Twitter. Nous continuons avec Kadiata Madi Chérif Kamak qui nous écrit également: bonjour les grandes gueules et bonne année à vous. Il est important de rappeler au colonel qu'on ne peut pas diriger le pays selon ses humeurs. Le départ de la dame Yari installe un grand doute sur la sincérité du colonel. Le CNRD sera désormais la boussole qui orientera la justice, a-t-il dit. Kadiata Madi donc qui nous écrivait sur Twitter. Excellence Baldé le Guinéen, que dit-il au hashtag espace GG? Mes meilleurs voeux à toute la team des grandes gueules et au peuple de Guinée. Force est de constater que la boussole du colonel a disparu avec le limogeage de Madame la ministre de la Justice. Maintenant, tout ministre qui osera contredire un membre du CNRD sera limogé. Il nous écrit donc au hashtag espace GG. Nous continuons avec Noumou qui nous écrit également: bonjour bonjour et très bonne année, certainement il voulait dire, à toute la team de Adafo et à tout le peuple de Guinée, aux nouvelles autorités de faire la transition dans les règles. Commencez par nous dire la durée de la transition. Il estime qu'il faut donc donner la durée de la transition avant de commencer. Youssef Kaba nous écrit également: la chute du pouvoir Condé est ce qui aura le plus marqué 2021. Ce fut une délivrance pour le peuple qui était à bout de souffle. Nous saluons l'avènement du CNRD et soutenons toutes les actions allant dans le sens de la réparation et le retour à l'ordre constitutionnel. Hashtag espace GG. Nous continuons toujours sur Twitter avec Saïkoumar Bolé. Bonjour les GG. Même si tout n'est pas encore rose, mais je pense que le colonel fait de son mieux pour satisfaire la majorité des Guinéens. Il faudra faire beaucoup attention aux conseils des uns et des autres parce que il y en a qui ne pensent qu'à leur intérêt. Bonne année. Bonne année à vous, Saïkoumar donc Bolé qui nous écrivait sur Twitter. Et voilà, c'était donc le dernier message. Quelques SMS peut-être sur le 657 39 13 13. Bonjour Sadio. C'est Sadio Spas, Sadio qui nous écrit, hein. Il dit bon début d'année à vous. Moi je n'ai pas confiance à l'armée guinéenne. Le peuple de Guinée doit être très vigilant parce que l'armée guinéenne reste toujours l'armée guinéenne. C'est Ali Moutata depuis l'Abbé qui nous envoie donc ce message. Nous partons avec cet autre. Bonjour ma radio Espace Guinée, je suis Doumbouya Foudéaya. Je vous écris depuis la commune de Matam. Je suis stagiaire à la gendarmerie, compagnie territoriale de Ratoma, Lambagny, mais je ne comprends pas ce message, c'est pas en rapport avec l'actualité. Bonjour les GG. Si l'espoir était à vendre, ça serait la chose la plus chère au monde et le CNRD a donné l'espoir aux Guinéens et c'était un acte primordial pour nous tous. Merci Célestin, donc Billy Vogui qui nous envoie ce message. Peut-être deux derniers. Bonjour les GG, bonne année à tous. Alpha Condé a fait beaucoup sauf l'essentiel. On a eu le courant, c'est bien, mais c'est pas ce qu'on mange. Voyons un peu nos denrées alimentaires. Les prix ne font que grimper du jour au lendemain. C'est Moussa Doumbouya donc depuis Symphoniagar qui nous envoie ce message. Bonjour la Diadia et à toute l'équipe des grandes gueules. Moi je demande juste au colonel président de ne pas accepter la sortie d'Alpha du pays. S'il ne l'est pas, car s'il sort, le procès du 28 septembre ne va jamais porter fruit, car je vous l'assure, il n'est pas blanc dans cette affaire et il faut qu'il y ait justice. Donc c'est le dernier message avant de continuer cette émission. Nous parlions donc du discours de Nouvel An. On était avec... oui, rapidement, les autres veulent rapidement, prendre la parole. Je parlais de ce contenu. Je disais que on a constaté l'absence d'une date pour la transition, l'absence de la date pour le CNT. Le CNT qui a manqué, ce qui m'a surpris d'ailleurs, parce que les arguments avancés, à mon avis, ne tiennent pas la route. Si la volonté d'installer un CNT dans le plus bref délai est là, je crois que le CNRD pourra le faire. De l'autre côté, dans le discours de Doumbouya, il a dit un passage qui, encore une fois, a retenu mon attention quand il dit « Faites-moi confiance, au moment venu, je vous rendrai le pouvoir », parlant du peuple. À ce niveau, c'est vrai, depuis l'entame, Doumbouya est très prudent, il évite les mêmes pièges ou les mêmes erreurs que Dadis a commises en indiquant dès le départ la date de son départ, sauf que pour ce cas-là, Doumbouya, quand il est venu nouvellement, il a dit qu'il n'est pas là pour s'éterniser au pouvoir, il a dit qu'il n'est pas animé d'une intention politique, il ne sera pas candidat aux élections, à quelconque élection. Il a dit de lui faire confiance. C'est vrai, les gens lui font confiance, mais
il y a des... C'était nécessaire de... Voilà. C'était pas important. Pour moi, ce n'était pas important de le faire. Bah, c'était pas important. Oui, de Nouvel An. Faites-moi confiance. Il y a encore le bénéfice du doute, c'est vrai. Les gens lui accordent le bénéfice du doute. On pense qu'au moment venu, il va rendre le pouvoir, mais il va le rendre le pouvoir quand? Parce que le Mali est en train de mal inspirer ses amis de la sous-région. Ils ont déjà fait 1 an et quelques pouvoirs. Ils demandent encore 5 ans pour la transition. Ils n'ont pas tenu le délai pour l'organisation de l'élection. J'espère juste que le Mali, Goïta qui a mis à Doumbouya n'inspirera pas son ami Doumbouya. Parce qu'on ne va pas nous faire... Non, on ne nous fera pas la malienne. Il serait important que nous sachions enfin à quand la fin de la transition. C'est vrai, il revient au CNT de le faire. On espère que dans les plus brefs délais, on sera informé de cela. Les grandes gueules. Pour clore, parlant de cette assise annoncée pour le trimestre, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Mais j'espère qu'on ne va pas assister à ce folklore du Palais du Peuple récemment avec les consultations. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Parce que sur le terrain, on voit déjà qu'il y a un émissaire du président, un certain Léon Bangoura, qui a entamé des tournées. Je ne sais depuis quand il a reçu mandat de le faire. Mais je le vois. Il y a même un problème à lui. Je ne sais pas. Parce que il a un problème lui-même. Je vois quelqu'un sur le terrain. C'est un problème. Est-ce que vous le suivez? Non, je le suis. Madame Hiro, est-ce que vous l'écoutez? Léon. Voilà, c'est lui qui a dit que Lansana Conté est sorti de la mer du côté de Boulbiné pour donner le pouvoir à Doumbouya. Je le vois sur le terrain prendre des engagements au nom du président. On l'a vu à la rencontre de certains sages de la Basse-Côte, on l'a vu à Bambeto, on l'a vu même récemment aux côtés de celui d'Alain Diallo, également de Mamadou Silla et même du président de, je crois c'est Bouya Kouyaté. Il a rencontré des leaders politiques au nom du CNRD. Je ne suis pas contre l'initiative, mais à quel moment il a été nommé à cette fonction? Quelle est la fonction qu'il occupe véritablement? Moi, je l'ai découvert à la télévision. Je ne le connaissais pas. Est-ce que c'est pas de la diplomatie parallèle? Non, parallèle peut-être, mais ça ne doit pas être officieux. Ça doit pas être bon. Sa fonction ne doit pas être officieuse. Il faut que le peuple sache. C'est un problème. Quelle est sa mission? C'est un problème. C'est un problème véritable et je crois que le CNRD doit régler ça. Ce monsieur ne peut pas partir comme ça de quartier en quartier, rencontrer de mosquée en mosquée des gens et puis prendre des engagements au nom de l'armée. On ne le connaît pas. Et quelle est sa fonction officielle au niveau de l'appareil de l'État pour porter ce type de discours, n'est-ce pas, au niveau des grands. Je crois qu'il faut arrêter à un certain nombre de choses. On a connu un Moualim ici avec Alpha Condé. On ne peut pas répéter la même chose lorsqu'on dit qu'on veut rectifier les choses. Il y a eu un Moussa Camara au temps d'Addis avec le CNDD. Je pense qu'il faut... Non, lui il était secrétaire permanent, il avait une fonction officielle. Paix à son l'ancien préfet. Ah oui. Donc, je crois que pour une telle mission aussi stratégique et importante, il faut que l'émissaire soit quelqu'un de connu. Il faut qu'on sache au moins. Il a une fonction, un titre officiel, que le peuple sache c'est quoi sa mission. Si ce n'est pas le cas, il peut prêter à confusion. Je ne sais pas à quoi va ressembler cette assise qui va durer 3 mois, mais j'ose croire qu'on va nous servir quelque chose de concret. Et j'espère que le contenu sera assez plaisant pour que les victimes et familles de victimes qu'on a reçues dans ce pays soient enfin apaisées, qu'on sache au moins ce sera quoi la forme de cette assise, que ce soit comme une assise sérieuse. Bien, allez-y, Djiba Milimono. Oui, sur la question des assises, il a dit, et en fait, après il dénombre que les assises vont être des journées de pardon et de vérité. Et moi-même, je me posais la question de savoir quelle est la forme on veut donner à ces assises-là. Est-ce que ça va être des échanges qui doit échanger, à quel niveau, avec qui? Donc je pense qu'il faudrait que tout cela soit défini. Et les personnes qui vont porter ce projet. On se rappelle que Monseigneur Vincent Koulibaly, le grand imam de la mosquée de Faisal, quand même avait aussi fait des tournées dans tout le pays, mais aussi sur le continent, avec des rapports qui ont été, disons, fournis. À quoi ça a servi tous ces rapports-là? Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on n'a pas assez de temps. Il faut aller vite, mais très bien. À mon avis, soit il faut aller vers une justice classique, rapidement, parce que qui veut parler de réconciliation, veut parler quand même de justice, ou partir vers une justice transitionnelle. Ça nous permet de gagner vite en temps. C'est-à-dire, ceux qui sont morts, par exemple, les bourreaux, vous présentez des excuses, et puis on saisit vos biens.
Si, parce qu'il faut éviter d'aller en prison, on saisit vos biens, ça s'est fait dans certains pays, où tout simplement, ce qu'on fait, on fait une justice classique, on instruit le dossier, ceux qui sont rendus coupables de ces exactions, qui puissent répondre devant la justice à la hauteur de leur forfaiture. Sur le cas, par exemple, des crimes économiques, la CRIEF a été créée, je pense que ça a été ameublé, il faut aller rapidement. Je pense que ces assises-là, on risque de perdre assez de temps, avec beaucoup de mouvements d'ensemble, et après, ça risque d'être un coup d'épée dans l'eau à la fin. Je pense que nous avons les instruments juridique avec nous, il faut utiliser ces instruments-là, notamment une justice transitionnelle ou tout simplement aller vers une justice classique. Maintenant, si vous regardez un peu le discours du président, par exemple, là où il dit, avec ce jeu de mots qu'il a fait dans son discours, où il a dit que la Guinée ne déraillera pas parce que je ne faillirai pas, elle ne vacillera pas parce que je ne tremblerai pas, ma détermination pour ce pays est sans limite, je vous garantis que le temps des errements est terminé, le temps des saignées de toutes sortes est révolu. Et j'ai envie quand même de me poser une question sur cette sortie. On sent de la détermination. Mais aujourd'hui, le pouvoir doit résider plus dans l'action. C'est ce qu'aujourd'hui on attend. C'est vrai que le temps il est un peu court depuis qu'ils sont venus. Et je pense que 2022 devrait être l'année des actions. Parce que n'oubliez pas que certains entourages d'Alpha Condé sont jusqu'à présent, disons, je ne dirais pas séquestrés, mais sont dans une prison dorée, ils ne se déplacent pas. Donc ceux-ci, les comptes sont gelés. Il faudrait que rapidement, qu'on soit situé sur leurs responsabilités. Est-ce qu'ils ont une responsabilité dans les détournements? Si tel est le cas, c'est établi, qu'on puisse évacuer rapidement ce dossier-là. Parce que de l'autre côté, c'est de dire, vous avez des citoyens qui sont chez eux, qui ne se déplacent pas, et la justice ne vient pas. Donc, à ce niveau, je pense que sa détermination doit s'inscrire dans cette dynamique-là. Et plus loin, il y a aussi la question, par exemple, des victimes. Il y a eu beaucoup de morts sur les 10 dernières années, et surtout si on revient dans les années 60 et aussi l'affaire 85. Donc il y a autant de questions. Et le dossier aussi du 28 septembre. Donc je pense que tout est priorité pour l'instant, mais à un moment donné, il faut savoir catégoriser les choses pour ne pas se disperser. Parce que si on veut aller sur les chantiers de refondation, les chantiers d'investissement, justement, je pense qu'on risque de se disperser, on n'a pas assez de temps. Je pense qu'on peut se focaliser sur la refondation de l'État en mettant en avant la justice. Parce qu'il a dit dans son discours qu'il tient à l'indépendance de la justice, il tient à la séparation nette des pouvoirs, mais sauf que quelque chose s'est passé. Je pense qu'il a fait un bon discours. Sur la forme, c'est bien structuré. Il a parlé il a fait le diagnostic, mais aussi des défis qui nous attendent. Maintenant, peut-être seul ombre au tableau, c'était un peu le limogeage de Madame la garde des Sceaux qui est venue supplanter totalement son discours et aussi le fait d'accorder à Alpha Condé son déplacement. On aurait pu différer ces deux actions qui sont en avis des actions fortes. Par exemple, Alpha Condé qui se déplace pour sa santé, c'est une action forte, c'est un ancien chef d'État. Je pense qu'on aurait pu différer cela pour permettre au peuple de Guinée de s'approprier de son discours, de comprendre ce qu'il a dit avant de poser de telles actions. Mais fort malheureusement, au lieu qu'on ne se focalise sur son discours qui était plein d'espoir, plein d'enseignements, on s'est focalisé sur le départ de Mme Yari, malheureusement, qui vient jeter un bout de boue au tableau. Maintenant, l'un dans l'autre, je pense que le discours, il est fait. On attend plus de Mouya. Lui-même, il a fait son meilleur. C'est vrai que ce limogeage a créé une certaine polémique. Une certaine polémique. Bien compris. Voilà, malheureusement, il a fait son discours. Et juste quelques minutes après, et ce décret, il est tombé. C'est venu systématiquement supplanter tout ce qu'il a dit. Et finalement, au lieu qu'on nous parle un peu de ce travail qui a été fait, les gens se sont tirés les cheveux pour travailler sur la forme et le fond. Les gens auraient pu quand même s'approprier de ce discours et faire des analyses parce que c'est un discours de l'an qui était très très attendu. Il a fait un bon discours, mais fort malheureusement, une action a été posée qui est venue noyer son discours. Donc on aurait pu différer ça. Et pour finir, ce que moi j'ai à dire, c'est que l'espoir il est permis. L'espoir il est permis, nous venons de loin et nous savons qu'on a traversé 10 années avec des hauts et des bas. Sur d'autres plans c'était positif, d'autres plans aussi, et ça a été un coup d'épée dans l'eau. L'espoir, il est permis, mais pour une fois encore, il faut éviter de répéter l'histoire. Parce que ce qui est en train de se passer, avec le cas de la haute autorité de la communication, le cas du port autonome de Conakry, il faudrait éviter de toucher les menus frétins et laisser les gros poissons. Parce que il faut aller vite, il faut que les dossiers sur lesquels on a dit, il faut reddition des comptes, il faut qu'on commence à sortir les dossiers et que la CRIEF se mette au travail. C'est ce qui va aussi rassurer le peuple de Guinée pour dire, attention, les actions sont en train de tomber. C'est vrai qu'il faut être patient, mais à un moment donné aussi, je pense que le peuple va commencer à être un peu plus exigeant. Bien, Yaya, vous avez également suivi ce discours. En parlant des biens, par exemple, il y a des véhicules qui ont été saisis. Et il y avait une vente aux enchères qui a démarré. Oui, madame. On a suivi ce discours avec beaucoup d'intérêt. Je pense qu'on a vu d'abord un président de la République qui s'est beaucoup employé à faire un bilan
que je trouve accablant, mais juste voilà, des derniers jours du président Alpha Condé, de son règne, c'était juste quand même. Mais également parce qu'il parle de l'année de la violence, l'année de l'arrogance, l'année des feux et des flammes. C'était vrai, on a vu tout ça. Mais lorsque le président parle de refondation et de rectification des institutions, c'est un grand mot, madame. Ce sont des grands termes, refondation d'un pays. Alors, je n'aimerais pas que le CNRD vraiment se lance dans une mission pour nous divertir, qui n'est pas, en tout cas, la sienne. C'est-à-dire, moi je pense que la mission du CNRD, c'est trois choses essentiellement. D'abord, assurer la sécurité et l'ordre public dans ce contexte, ça c'est fondamental, et ils sont militaires, c'est leur mission. Deuxièmement, c'est également expédier les affaires courantes. Et troisièmement, c'est d'organiser des élections libres et transparentes. Mais vouloir se lancer dans d'autres chantiers, je pense que c'est de la diversion. Des grandes gueules. Je continue pour analyser toujours le discours du chef de l'État. Alors, lorsqu'il appelle les sages vraiment à jouer un rôle, à œuvrer pour la cohésion nationale, je pense que c'est extrêmement important parce qu'avec l'ancien régime, on voyait du mépris vis-à-vis des sages, des coordinations régionales. Je pense que c'est extrêmement important pour, en tout cas, le contexte dans lequel nous vivons. Alors, lorsque le président dit « je comprends certaines frustrations, je comprends certaines incompréhensions », alors, je pense qu'il commence à se rendre compte que si gouverner, c'est prévoir, mais gouverner aussi, c'est décevoir. Et il commence à comprendre que la période de grâce, la période de grâce est terminée et que le peuple, il est là, il est vigilant et il tient à son... Il comprend qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde à la fois. Exactement. Alors, madame, je termine sur l'annonce fondamentale qu'est la tenue des assises dans le premier trimestre du courant de... du courant du premier trimestre 2022. Alors, j'ai envie d'applaudir des deux mains cette décision. Vous savez pourquoi? Je suis en train moi-même de parachever mon second ouvrage qui porte sur les assises nationales, intitulé « Manifeste pour la tenue des assises nationales en Guinée ». Mais j'avoue que c'est... C'est facile de l'annoncer, mais ce n'est pas une mince affaire. C'est un grand travail. C'est un grand travail parce que les assises ne se décrètent pas. On ne vient pas décréter des assises, il y a un travail en amont qui doit se faire, il y a un travail important qui doit se faire. Je vais vous donner l'exemple par exemple du Sénégal qui a eu une expérience là-dessus. Alors au Sénégal, en 2008-2009, il y a eu des assises. Ça a été l'initiative de la société civile à l'époque, avec des personnalités indépendantes, des militaires, des civils, des gens de la société civile, la diaspora, mais ça a précédé d'abord, ces assises ont été précédées d'abord par des enquêtes. On a mis des enquêtes, on a fait des enquêtes, on a mis des équipes thématiques qui ont travaillé dans des commissions avant d'organiser des rencontres. Donc je pense que c'est une bonne décision en soi de l'annoncer. C'est officiel, mais il ne faudrait pas bâcler les choses parce qu'il y a des questions à répondre. Les questions, c'est quoi? Quel est l'objectif? Il faut d'abord faire un constat. D'abord, tous les Guinéens sont unanimes, sont conscients que nous avons un problème. Il y a un malaise, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre République. Ça, c'est déjà le constat. Et que nous savons que les problèmes essentiels de ce pays sont des problèmes politiques auxquels il faut apporter une solution politique. C'est déjà le constat. Maintenant, ces assises, qui a l'initiative de les convoquer? Le président, naturellement, il a le pouvoir d'initier des assises. Mais est-ce que le contexte, il est bon, il est opportun? C'est le moment de convoquer des assises. Quelle sera la durée de ces assises? Qui va piloter ces assises? Quelle sera la démarche? Quelle sera, en tout cas, les objectifs poursuivis, les acteurs, les grands sujets des assises? Tout ça, c'est à déterminer. Et avec quelle période, quelle durée? Je pense que tout ça, c'est à faire de manière sereine. Et surtout, madame, la dernière qui est plus importante, c'est les conclusions qui seront issues de ces assises. Quelle sera l'application qui sera donnée à tout cela? Bien. La part du politique, la part des citoyens, la part de la communauté internationale. Tout ça, c'est à discerner. Bien. Allez-y, Daouda Mohamed. Le discours, il faut d'abord dire que c'est un discours comme celui du 5 septembre qui est un discours d'espoir, qui donne davantage de l'espoir aux Guinéens, malgré la vache maigre, la période de vache maigre qu'on est en train aujourd'hui de traverser. Avec l'espoir qu'on entend les mots, on est tenté d'aller avec. Sinon, chacun de nous sait dans ce studio que le marché, il est aujourd'hui cher. Non, le marché, il est aujourd'hui cher. On le sait,
mais avec l'espoir qu'on a que peut-être ça va bientôt changer, on s'accommode avec. Les grandes gueules. Et cet autre discours qui vient. Vous savez, quand il y a un groupe d'artistes guinéens qui dit à Malinké que la confiance c'est une offre qui ne s'obtient pas facilement et qu'on ne donne pas à tout le monde. Le président, quand il dit faites-moi confiance, on lui a déjà fait confiance en adhérant au coup d'État le 5 septembre. On l'accompagne aujourd'hui et tout le monde s'est retrouvé, tout le monde dit bon, donnons-leur du temps. Parce qu'ils nous ont dit qu'ils vont refonder l'État, qu'ils vont redonner à la Guinée l'image qu'il faut pour que les Guinéens vivent comme des frères, vraiment des frères et des sœurs. Tout ça, ce sont des espoirs. Nous attendons de voir de ces mots les actions réelles qui vont être engagées. Mais quand il dit, ce n'est pas que lui, avec le CNRD, de le faire. C'est aussi l'assentiment du peuple de Guinée. Que le peuple de Guinée se dise que enfin on est prêt à aller vers l'unité nationale, on est prêt à aller vers le travail, on est prêt à aller vers le développement, on est prêt à aller vers tel, pour que la Guinée soit comme les autres pays normaux de la sous-région. Parce qu'aujourd'hui, on a une histoire glorieuse qui a été assombrie à un moment donné par des prises de position politiques, par des prises de position communautaires, ethniques et autres, qui aujourd'hui nous ont amenés à être dans cette situation. Lorsque vous vous regardez vous-même, vous êtes des bons amis, vous vous regardez, mais du coup, vous avez l'instinct communautaire qui intervient dans vos débats, l'instinct ethnique qui intervient, même s'il n'en est pour rien. Alors aujourd'hui, ce n'est pas que le CNRD a allé vers cet objectif, mais c'est nous tous, c'est à nous tous de nous engager, à accompagner, à exiger du CNRD le respect de ses engagements. On doit leur exiger cela, le respect de leur engagement. Il a dit quelque chose je crois, de très important aussi. Quand il dit que les lignes blanches sont parfois traversées de lettres rouges. Peut-être que ça nous saute, mais on est à une période de transition. Je crois que le moment, il est très opportun, parce qu'on n'est pas dans une guerre politique, de positionnement politique. Non, la Haute-Guinée va voter pour moi, ou la Moyenne Guinée, ou la Guinée forestière, ou la Basse-Côte. Aujourd'hui, l'objectif, il est précis. C'est la refondation de l'État. Alors, que tous les efforts, que toutes les forces soient mises ensemble pour dire que il y en a qui vont pleurer forcément. Parce que si à un moment donné de votre gestion, vous ne l'avez pas fait avec professionnalisme, avec morale, que la transition soit mise à profit pour, s'il doit avoir des blessures pour nous permettre d'aller vers l'objectif, il faut que cela soit aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas à une période vraiment politique, nous sommes à une période de transition. Que ces lignes rouges qu'il annonce dans les lignes blanches, dans les lettres blanches, je crois que c'est le bon moment, mais qu'on ne regarde pas dans les yeux des gens. Qu'on ne dise pas que non, tel est de telle communauté ou tel est de telle autre communauté, je ne dois pas le poursuivre. Je crois que la CRIEF, Djiba l'a dit tout à l'heure, est créée. Il faut lui doter de tous les moyens, parce que nul n'a intérêt dans l'échec de cette transition. Lorsque cette transition, je touche le bois en le disant, échoue aujourd'hui, disons-nous que c'est encore parti pour 50 autres années je vais dire, on va tourner encore en rond, on ne se relèvera pas parce que nous serons indexés par notre manque de volonté à nous relever ou à avancer. Il faut aujourd'hui que nous exigions du CNRD le respect des engagements. Et il y a une confusion qu'on est en train de faire quand on dit que la justice sera la boussole qui guidera chacun de nous. La justice, oui. Mais comprenons que ce n'est pas que pour cette période de transition. La période de transition a ses particularités qui ne sont pas des éléments qui soient des périodes de gouvernance normale. C'est une transition, il faut exiger des comptes, on va blesser, on va faire mal, mais il faut aller, il faut foncer pour que nous sortions, même si on doit sortir après 3 ans de cette transition, qu'on sorte, mais qu'on sorte vraiment de la transition et que cela ne soit plus
d'actualité en Guinée et que nous soyons sur la ligne du développement. Bien. Les grandes gueules. Jacques Levaleno, on en parlait, hein. C'est vrai que Daouda continue à toucher du bois. Oui. On continue à toucher du bois. Il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites à la prise du pouvoir, c'est vrai, mais comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'attentes, notamment sur les actions par rapport aux malversations financières que la Guinée a connues par le passé. Oui, parce que c'est là, on l'entend, et moi je l'ai toujours dit, c'est un discours que je tiens. Je ne pense pas que ce soit possible après cette transition, parce qu'on sait que les politiques ont des intérêts, les politiques ont des amitiés, les politiques ont toujours, si vous voulez, des agendas, et puis ils doivent des choses forcément à quelques-uns d'entre nous. Mais les militaires, on suppose, puisqu'ils ne sont pas candidats, ils ne sont pas politiques, donc ils n'ont pas géré, je veux dire, à des niveaux de responsabilité qu'ils sont aujourd'hui pendant les 10 dernières années. Ils sont totalement libres d'engager des poursuites contre, n'est-ce pas, les personnes qui étaient là, et même veiller à ce que la gestion actuelle soit totalement vertueuse. La CRIEF qui est donc mise en place, j'ai écouté son président qui disait qu'ils vont examiner tous les dossiers. Je voudrais que la CRIEF examine tous les dossiers. Ce qu'on nous a présenté la dernière fois à travers l'agent judiciaire de l'État, c'est vraiment insignifiant par rapport à ce qu'on sait de ce qui a été volé dans nos caisses de l'État. Oui. Et il faut le dire, ce n'est que la face cachée, la toute petite face cachée de l'iceberg. Alors, Djiba en parlait tout à l'heure, ce discours du chef de l'État, ces décrets qui ont suivi sont venus pratiquement tout chambouler, amener les gens à s'interroger, comment on appelle, Antoine Kourouma, ce limogeage surtout, qui suscite des interrogations, le limogeage de la ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Oui, il y a eu cet acte du président Doumbouya le week-end qui a été assez partagé et qui a suscité beaucoup de réactions sur la toile. J'ai vu des réactions de part et d'autre de citoyens, d'acteurs politiques et même de la société civile qui chacun a interprété à sa façon cet acte du président. Je crois qu'à des moments donnés, il faut savoir observer et tirer des leçons de ce qui se passe. Moi, j'ai compris beaucoup de choses dans les réactions des citoyens. J'ai vu des personnes, à travers ce sujet-là, réagir en montrant qu'ils sont très exigeants de Doumbouya. Ils veulent que Doumbouya fasse bien les choses. Donc pour cela, il y a des erreurs qu'il ne doit pas commettre. J'ai pu comprendre beaucoup de réactions. Mais j'ai envie qu'on dépassionne et qu'on aille sur la base, de façon objective, des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un acte qui a été pris. C'est une lettre qui a été adressée à la ministre par le ministre secrétaire général de la présidence, en l'occurrence le colonel Amara Doumbouya, Amara Kamara, qui a adressé une lettre à la ministre lui demandant d'informer le personnel judiciaire d'une rencontre qui se ferait le 2 janvier, hier, avec le président. Une rencontre au cours de laquelle le président évoquerait des sujets importants sur la justice, notamment la justice pénale. C'était une lettre de 4 paragraphes adressée à la ministre. Mais la lettre-réponse qu'on a vue de la ministre, c'était plus de 10 paragraphes, de 2 pages, pour répondre à un tout petit message de Amara Kamara. Moi, j'ai étudié les 2 lettres. C'est quoi le problème? Je vais en venir. J'ai vu les 2 lettres, j'ai vu les contenus, et je n'ai pas compris cette réaction de la ministre. Surtout, mise sur la place publique. Parce que, si vous vous rappelez, il y a eu les titres de sites et de journaux indiquant que la ministre de la Justice recadre le ministre secrétaire général de la présidence. Ça a été relayé dans la presse et tout cela. Dans les faits, je ne trouve pas anormal que la ministre réagisse à une lettre du ministre secrétaire général, ce qui est normal. Il est de son droit de réagir lorsqu'elle n'est pas contente, lorsqu'elle n'approuve pas une démarche. Mais les mots utilisés, vous sentez qu'il y a des antécédents. Vous sentez qu'il y a des problèmes, il y a une accumulation d'événements qui a abouti à cette lettre de la ministre. J'ai compris qu'il y a un malaise véritable dans le fonctionnement de notre administration. Amara Kamara, certes, a peut-être mal fait, selon la compréhension de la ministre, de lui demander d'informer de son personnel pour une rencontre, mais ce n'est pas Amara qui l'informe, c'est le président.
Le président, à travers Amara, a informé sa ministre. Quel que soit ce qui vous anime, elle aurait pu démarcher autrement, pour faire comprendre ce qu'elle ressent dans cette histoire. Mais j'ai vu le contenu de sa lettre-réponse à Amara Camara qui frisait l'insubordination, qui frisait l'irrespect. Mais ce qui, la goutte d'eau qui pour moi a fait déborder le vase et qui a abouti à ce décret-là, c'est le fait qu'on prenne une note, réponse à une autre, et qu'on la mette sur la place publique. À quoi cela sert? Parce qu'il y a forcément l'un des deux qui a donné cette lettre à la presse. Parce que la presse a eu connaissance de cette lettre qui est censée être confidentielle, qu'on met sur la place publique, soit pour montrer à l'opinion que la ministre a tenu tête à son responsable hiérarchique en lui disant la démarche à suivre. Encore une fois, elle aurait pu agir autrement. Moi, quand elle a été nommée, on a vu des réactions d'hommes de droit qui ont dit que c'est une femme qui est forte de personnalité, c'est une femme qui ne se laisse pas faire. Je comprends qu'elle soit une femme rigoureuse, une femme qui veut que la procédure soit respectée. Mais est-ce que cela valait le limogeage? Non. La question qui non, s'il y a de l'insubordination, moi je ne crois pas que... Il y a des paliers. Non, madame, non, madame. La méthode choisie par la ministre, pour moi, elle est allée loin. Elle aurait pu agir autrement. Elle aurait pu chercher à rencontrer le président et même à rencontrer Amara Camara pour en discuter. Elle aurait pu même répondre à Amara Camara, mais en des termes un peu plus respectueux. Mais vous ne pouvez pas, dans votre lettre-réponse, montrer la démarche à l'autre. Ce n'est pas à vous de me dire qu'on appelle qui convoqué pour une réunion. C'est à moi de le faire. Vous devez passer par telle méthode. Je crois, même vous, madame, ça vous aurait indisposé. Parce que ça vous aurait mis mal à l'aise en tant que responsable hiérarchique de la ministre. Et à mon avis, elle aurait pu s'employer autrement pour répondre à cette demande. Amara Camara, il est à la présidence. Oui, mais je parle du président. C'est le président. Amara Camara, à mon avis, Amara Camara n'est que, dans cette histoire, n'est que le transmetteur, n'est que le messager. Elle a répondu au président de la sorte. Et pour moi, je prends cela comme une indiscipline, une insubordination qui pour moi n'est pas à admettre. Autant d'Alpha Condé, autant d'Alpha Condé, vous savez, il y a ces choses, si on ne les corrige pas à la minute, ça va continuer. Autant d'Alpha Condé, c'est dans ce pays où un ministre a été nommé à un poste de responsabilité à l'élevage, il a dit je n'y vais pas. On lui a dit tu n'y vas pas. Il dit je ne vais pas. Alors que c'est vrai, tu as raison. C'est pas l'élevage, c'est à la pêche. Non, à l'élevage. Voyez bien, c'était à la pêche. À l'élevage. Pêche. Ah oui, à l'élevage. Il a dit qu'il n'y a rien à l'élevage, qu'il ne va pas là-bas. Devant tout le peuple de Guinée, et en le faisant ainsi, il a accordé une interview à la presse pour dire oui, c'est moi qui ai dit ça, je ne vais pas là-bas. Parce qu'il n'y a rien là-bas. On dit, c'est vrai, tu as raison, attends, je te donne plus autre chose. On dit environnement. Bombarder ministre d'État après un tel acte. Mais comment voulez-vous que les autres ministres se comportent? À mon avis, Yari Camara a été choisi parmi tant de Guinéens. Et on est 13 millions de Guinéens. Lorsqu'on vous choisit dans une transition pour aider à la conduire, lorsque la méthode choisie par les militaires n'est pas la bonne, vous qui êtes intellectuels, qui connaissez les procédures, montrez-le leur avec la manière. Mais vous n'agissez pas comme si vous étiez venu de vous-même. Ils ont fait leur coup d'État en prenant des risques. Ils font leur transition. Il faut les accompagner avec la manière aussi. Mais à mon avis, la ministre, dans sa méthode, disons clairement les choses. Il y a la façon de faire. Elle aurait pu agir autrement. J'apprends qu'elle voulait démissionner parce qu'il y a eu une accumulation de frustration dans un premier temps. Elle aurait pu faire fuiter cette lettre aussi. Justement, comme la présidente. Je pense qu'elle a été limitée. J'apprends qu'elle a, lorsqu'on a mis en place la CRIEF, elle a proposé une liste de membres qui a été modifiée par le président. Par la suite, il y a eu d'autres actes qui ont été posés par Amara Camara qui ne lui ont pas plu. Je peux comprendre des frustrations à l'interne. Mais lorsque vous mettez sur la place publique vos querelles dont on n'a pas besoin, le peuple veut du concret. Lorsqu'il y a des soucis à l'interne, réglez-les à l'interne. Mais ne nous servez pas de ces choses infantiles que nous voyons très souvent. Vous prenez une décision. Vous appelez les journalistes pour dire voici ma réponse au ministre secrétaire général de la présidence pour lui montrer que je suis une femme qui tient tête au chef et que les chefs n'aiment pas
il y a le cas de l'insubordination, non, ça se corrige. Et pour moi, c'était la meilleure correction. Elle n'est pas la seule ministre. On a compris ton message, mais laisse les questions. Rapidement, en termes d'information, ce que nous apprenons justement, il y avait des antécédents déjà. D'abord, et puis il y a cette liste où il y a un mort qui s'est retrouvé parmi les personnes qui étaient nommées. Le problème, c'est que la dame, il semble, quand elle a été nommée, elle arrive donc au département. Et puisque ses collaborateurs, ce n'est pas elle qui les a choisis, elle a opté pour une méthode de travail qui ne semble pas plaire donc à ses collaborateurs, c'est-à-dire travailler en solo. Puisque ce n'est pas elle qui a choisi ses collaborateurs, donc elle travaille en solo. Premier élément. Et je crois que la présidence était déjà au courant. Sinon, dans la lettre, le contenu, tout ce qu'elle rappelle en termes de principes qui devraient être respectés, elle avait totalement raison. Si vous écoutez les spécialistes du droit, elle avait totalement raison. Le président, il peut convoquer le parquet, c'est-à-dire les procureurs, mais il ne peut pas convoquer les magistrats qui doivent dire, n'est-ce pas, le droit. Parce qu'eux, ils sont totalement indépendants et personne ne doit leur dicter, n'est-ce pas, ce qu'ils doivent faire. Mais il peut convoquer les procureurs pour leur dire, poursuivez, soyez fermes, etc., etc. Ça, c'est de la responsabilité du chef de l'État en tant que premier magistrat de la République. Elle avait donc raison de rappeler tous ces principes. Mais il y avait des piliers vers lesquels elle pouvait... Elle a quand même un supérieur hiérarchique. Si elle se sentait gênée du travail ou de la sollicitation qui lui a été faite par la présidence, elle pouvait au moins voir le Premier ministre. Le Premier ministre aurait trouvé les mots et la stratégie adaptée pour s'adresser au président de la République, et cela aurait pu être, n'est-ce pas, corrigé. Justement, par rapport aux nominations, voilà donc ce qui se serait passé. Elle fait ce choix, comme je le dis, elle travaille en solo, elle fait le choix de ses cadres. Les propositions vont être soumises au président de la République, le président qui convoque le Conseil supérieur de la magistrature pour avis conforme, parce que c'est comme ça se passe, et ça devrait se passer, pardon, quand vous procédez à des nominations au niveau de l'appareil judiciaire, le Conseil supérieur donne, n'est-ce pas, son avis. Le Conseil supérieur aurait donc donné son avis défavorable pour deux nominations. Deux nominations, c'est au niveau de l'inspection générale du ministère de la Justice et du procureur général. Donc notre ami Charles qui prend fonction ce matin. Les arguments que les conseillers auraient donc apportés, c'était de dire, c'est comme dans l'armée, parlant de Charles, vous ne pouvez pas quitter des lieutenants et puis rapidement vous êtes général. Vous avez des étapes à franchir. Charles est juge depuis 2015 et comme ça, voilà, il est bombardé procureur. L'autre chose, et ça c'est l'avis personnel que j'estime, si Charles est apprécié aujourd'hui dans ce pays, ce n'est pas pour poursuivre, mais c'est pour dire le droit. Et le problème que nous avons dans notre pays, ce n'est pas la poursuite. Les procureurs, ils poursuivent lorsqu'ils sont saisis, mais qui va dire le droit? Et lui, il a été apprécié parce qu'il disait le droit, et il a été apprécié parce qu'il résistait, n'est-ce pas, aux injonctions qui venaient, n'est-ce pas, de l'exécutif. Voilà donc les avis qui auraient été apportés, qui n'ont pas été pris en compte par le président de la République. On parle d'une réunion qui est partie de 15h jusqu'à tard la nuit, 20h. Le Conseil supérieur quitte donc la présidence avec l'espoir que ces recommandations vont être prises en compte. Et dès que le Conseil supérieur quitte, c'est le décret qui passe à la RTG tel que la présidence, n'est-ce pas, le voulait. Voilà donc autant d'éléments qui couvaient déjà du côté de ce département. Et la ministre, je crois, en avait marre. Peut-être qu'elle voulait vraiment partir. Sinon, elle aurait pu, comme je l'indiquais tout à l'heure, passer par la primature pour pouvoir régler ça tout simplement. Mais elle a oublié le contexte. Elle a oublié le contexte que ce sont des militaires qui sont au pouvoir. Et les militaires, c'est la discipline. Peut-être qu'elle n'a pas été disciplinée. Elle a juste voulu suivre le droit. On va essayer d'avancer dans cette émission, bien évidemment. On n'a plus beaucoup de temps. On va parler de cette actualité évoquée à l'entame, notamment la restitution des cases à Bellevue. On en a parlé avec cette sortie du cardinal Robert Sarah, qui croise aujourd'hui le fer avec la première dame, Djiba Milimono. Vous avez suivi cette actualité. Les deux n'ont pas été tendres dans les propos. Et d'ailleurs, c'est l'actualité qui a défrayé la chronique, cette sortie au vitriol du cardinal Robert Sarah. D'abord, il faut rappeler que chaque année, il fait quand même une messe pour passer en revue l'actualité nationale. D'abord, c'est vrai que c'est l'aéroport et surtout les cases de Bellevue qui ont plus attiré l'attention, mais il a dit beaucoup de choses dans
dans ce discours, parce que d'abord il a passé en revue un peu le coup d'État du 5 septembre qui a été quand même un vent de renouveau pour le peuple de Guinée. Il a également parlé des partis politiques parce qu'il estime qu'aujourd'hui il y a un besoin de rajeunissement de la classe politique et de changement de leadership. Il va jusqu'à proposer un bipartisme à la place d'un multipartisme intégral qui pour lui aujourd'hui est à la base du morcellement ethnique dans le pays. Donc il pense que la solution c'est d'éviter d'aller vers un multipartisme qui n'est pas adapté au droit vécu, qui est différent du droit voulu. On a importé ce multipartisme et fort malheureusement ça a participé à la division ethnique dans le pays. Donc il propose à ce qu'on puisse aller vers un bipartisme tempéré, pour lui qui peut être une solution. Maintenant il a aussi parlé un peu, invité le chef de l'État à éviter quand même d'être sourd aux sirènes de l'ambition politique et économique et peut-être de pouvoir s'éterniser au pouvoir, donc de savoir partir au moment opportun. Mais il a aussi parlé de ce gouvernement parallèle. Il a invité à ce que le président travaille dans une étroite collaboration avec son Premier ministre et les membres du gouvernement qui, pour lui, sont composés d'hommes et de femmes braves, compétents, intègres. Et maintenant, sur les cases de Bellevue, vous savez, la sortie du Cadet Robert Sarah, c'est comme aussi cette sortie de Kernan Monenembo. Mais sauf que ça a des degrés différents. Si vous regardez cette sortie de Robert Sarah, il faut revenir en arrière. C'est que il faut revenir par rapport à l'histoire entre l'Église et le feu président Ahmed Sékou Touré. Vous savez, l'évangélisation a commencé dans les années 1800. D'autres parlent de 42, certains parlent de 75, de la Guinée. Et Sékou Touré, vous savez, est un panafricaniste. L'Église a toujours été considérée par beaucoup comme un bras armé du colonialiste. On venait, il y a même un penseur qui a dit, ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Ils sont venus avec la Bible, nous on avait la terre, et quand on ouvrait les yeux, ils avaient la terre et nous la Bible. Donc Sékou Touré, quand il vient au pouvoir, il se dit, il y avait une relation assez tendue entre lui et l'Église. D'abord, il estimait que vouloir laisser l'Église se développer, les gens vont apprendre à avoir des idées de liberté et ça peut fragiliser le régime en place. Donc il fallait domestiquer un peu l'Église et les luttes ont commencé entre Sékou Touré et l'Église catholique. Donc avec cette tension qui a commencé, certains même se sont exilés et Robert Sarah, il y a des sources même qui témoignent que quand il partait, je pense pour l'Allemagne, s'il rentrait au pays avant 84, que lui aussi il allait finir en prison. Donc heureusement et malheureusement pour l'histoire, Sékou Touré trouve la mort avant son retour. Donc c'est ce qu'il a, disons, évité le Camboiro. Donc mais là, la question c'est par rapport aux cases Bellevue. Justement, j'en viens. Parce que nous avons écouté quand même... J'en viens. Parce que ce que les gens disent, que la sortie de Robert Sarah, il y a quelque chose qui se cache derrière. Parce que entre lui et Sékou Touré, par exemple? Entre lui et Sékou Touré, beaucoup estiment qu'à cause de la posture de l'un et l'autre, les relations n'étaient pas homo-fixes. Donc mais lui ça aussi, n'a rien à voir avec une propriété. Non, j'en viens. Et donc, cette propriété-là, pour lui qui appartient à l'Église catholique, d'aucuns disent qu'il est rentré dans le conflit franco-guinéen. Parce que quand les colons ont quitté, quand même, ils ont laissé beaucoup de biens sur le territoire guinéen. Donc Sékou Touré, avec Fodéba, avec la complicité de Fodéba, ils ont trouvé une approche pour essayer de demander à la France, puisque vous devez de l'argent à la Guinée par rapport au solde que vous devez aux anciens combattants que vous n'avez pas payé, on va faire un échange. Nous renonçons au solde de ces anciens combattants, vous nous rétrocédez les biens immobiliers que vous laissez en Guinée. Et que c'est dans ce contexte, à cette occasion, que ce domaine-là est rentré dans le giron de la Guinée, donc est devenu un bien de l'État. Et que Sékou Touré, après, a commencé... Il y a une contradiction là. Justement, il y a plusieurs versions. D'autres aussi estiment que... Que c'était un terrain nu où il y avait une poubelle et qu'il a acquis le domaine avant qu'il soit président. C'est pourquoi je dis que cette histoire-là, le problème que nous avons, notre sérieux problème, c'est avec notre histoire. Parce que chacun raconte l'histoire en fonction de sa position, de son obédience et de son ethnie et de ses intérêts. Donc, d'autres aussi estiment que c'était une sorte de bananière qui appartiendrait au papa de Bamamadou, le politicien, M. Madani. Donc, il y a beaucoup de versions qui tournent et que celui-ci qui aurait, après sa retraite, qui aurait rétrocédé à Saifoula et Saifoula aurait partagé cette étendue avec Sékou Touré. Donc, il y a autant de questions. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir, globalement, il faut savoir assumer notre passé. Il faut savoir assumer notre passé et surtout dire la vérité au peuple de Guinée. Si chacun tire le drap de son côté pour raconter l'histoire en fonction de ses intérêts, je pense que ce sont les nouvelles générations qui sont en train de payer les frais. Il faut que nous sachions raison garder. Et sur la sortie de Madame Réponse du Berger à la Bergère, je pense qu'il faut que la famille de Sékou Touré arrête quand même de donner la parole à Aïa. Parce qu'elle a aujourd'hui près de 90 ans. Antoine, elle a près de 90 ans. Les propos qui ont été tenus, je pense que
Moi, je condamne de tels propos, mais je pense qu'à un moment donné... Les propos sont condamnables. Les propos sont condamnables. Mais n'oubliez pas d'où ils viennent. Non, attendez, je finis. À un moment donné... Vous avez suivi les propos de Robert Sarah? Antoine, je vais finir. Je vous rappelle juste les propos de Robert Sarah, disons-le clairement. Il a été très dur avec elle. Vous ne pouvez pas dire que c'est déshonorant. Attendez que je finisse. Robert Sarah, il a dit dans son discours que M. Vous l'avez dit, c'est une réponse. Parce qu'il vous a induit en erreur en prenant 2 décisions d'une grave. Il a quand même parlé d'honneur. L'expression de Robert Sarah. Diba, si vous condamnez, les propos de... Non, j'aimerais que vous condamniez les 2 propos. Parce que le premier est condamnable. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que c'est déshonorant. J'ai commencé par ça, Antoine. Le mot déshonorant, c'est une insulte. J'ai commencé par ça. Ce que moi je veux dire, à mon avis, les deux ont poussé le bouchon loin. J'ai dit, son discours, sa sortie, est similaire à celui de Keromonem que nous tous on a condamné ici. Oui, mais dire qu'on ne doit pas donner la parole à Adja, je peux comprendre quelques mots. Je vous donne un exemple basique. Lorsque vous avez atteint, pourquoi on parle de la limitation d'âge dans la gestion de la chose publique? Parce qu'on estime que quand vous avez atteint la sénilité, vous devenez un problème pour vous-même, vous cessez d'être vous-même. Vous devenez un problème pour la famille, c'est les récriminations, c'est les discours caustiques, c'est la susceptibilité à outrance. Je pense qu'il faut que la famille de Sékou Touré, à un moment donné, si la parole de Adja ne se raréfie pas, on canalise quand même, même pas sa communication. Parce que si elle prend la parole, elle est reclue dans son... Elle ne parle même pas assez. Dans un magasin qui peut faire des dégâts. Je pense qu'il faut qu'on canalise sa communication pour éviter de telles sorties. C'est vrai, les 2 propos sont oui, le cardinal, il avait dit qu'il priait pour la Guinée. C'est là que je me pose la question sur l'opportunité de ces 2 problèmes qu'il est venu soulever. Vous priez pour la Guinée, priez, et puis c'est comme ça quoi. Vous continuez à appeler au rassemblement. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il soulève sur l'aéroport et les cases de Bellevue, d'abord les cases de Bellevue, c'est bien sûr le site. Ce que l'Église dit et qui a été tout le temps répété, c'est qu'il y a beaucoup de domaines de l'État et de l'Église qui ont été confisqués par Sékou Touré. Mais la même Église dit aussi que quand Lansana Conté est arrivé, il a rectifié ça en donnant, n'est-ce pas, du côté de Koya, quelques domaines à l'Église, en contrepartie de ce qui a été récupéré ici à Conakry. Et en 1994, il y a quand même un décret qui va être pris par l'État guinéen pour rétrocéder le même domaine à la famille de Sékou Touré. Ça, à l'époque, le cardinal, il était archevêque de Conakry. Voilà ce qui était la bonne occasion pour lui à l'époque de poser le problème. Parce que il avait non seulement le statut d'archevêque de Conakry, mais il avait la première dame de la République qui priait dans son église, qui était fidèle et qui, à travers qui il pouvait passer, n'est-ce pas, pour Henriette Conté, donc pour réclamer ce domaine. Il ne l'a pas fait à l'époque, et ce qu'on a pu entendre la dernière fois, c'est parce que justement le cas Sékou Touré est apparu dedans. C'est normal que lorsqu'on a été victime d'un régime persécuté, que vous puissiez avoir ces sentiments. Mais lorsque vous êtes à un certain niveau aussi, la sagesse vous commande de vous retenir devant ce genre de choses. Maintenant, par rapport à l'aéroport, il parle d'un nom qui fait polémique. Est-ce qu'il y a un nom qui ne fait pas polémique dans ce pays, finalement? Parce que lui-même, j'ai lu son livre « Dieu ou rien », là où il raconte un peu en 85 comment il a été incapable de sauver la vie à Diarra. Parce que Diarra avait écrit, lui avait écrit pour demander la clémence de Lansana Conté. Lui, il a tenté à travers l'ex-première dame pour que son message puisse atteindre Lansana Conté pour qu'on épargne, n'est-ce pas, la mort à Diarra Traoré. Il le dit clairement dans son livre, il a eu du mal parce qu'après il va apprendre que Diarra va être tué. Et Diarra, sauf information qu'on pourrait nous donner, à part le fait de dire j'ai pris le pouvoir, il n'avait tué personne. Non seulement on le tue, mais on cible sa communauté. Lansana Conté ne le dérange pas, c'est Sékou Touré qui le dérange. Je pense qu'il faut qu'on laisse enfin les avions décoller et atterrir à l'aéroport Ahmed Sékou Touré. Voilà, on est malheureusement pris par le temps et nous sommes obligés de rendre l'antenne. Merci à tous les 5 d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe de la régie, Nala Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mahmoud Kondé. Merci à Poutine qui a géré du côté de la régie. Son nombreux là-bas, il faut le dire. Merci à Mohamed Diaby qui a géré les sons du côté de la radio. C'est un plaisir de vous servir. À demain pour un autre numéro des Grandes Gueules. Merci à tous.